Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h ce dimanche. Bienvenue, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité dans l'Aude. Le feu est stabilisé après avoir parcouru plus de 600 hectares. 630 pompiers sont toujours sur place, mais la situation est loin d'être terminée cet après-midi, 24 heures après le départ des flammes. Les pompiers craignent maintenant les rafales de vent de près de 70 km/h annoncées qui pourraient raviver les foyers et transporter les flamèches. On fera le point tout à l'heure avec le colonel Christophe Mailly. Vigilance maximale face au feu. Le Var est en rouge selon Météo France, tout comme les Bouches-du-Rhône où 2 départs de feu hier ont été maîtrisés. 440 pompiers restent sur le terrain de manière préventive et 500 autres sont mobilisés en cas de nouvel incendie. 16 massifs forestiers sur 25 sont interdits au public aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Nous serons sur place dans un instant avec Milan Argelas à Bouc-Bel-Air. Et puis 962 tonnes de conserves, de farine ou de sucre sont entrées cet après-midi dans la bande de Gaza. Un premier convoi acheminé par camion depuis l'Égypte après de nombreux mois de blocus imposés par Israël, mais aussi plusieurs semaines de pression internationale sur l'État hébreu. Tel Aviv qui a dans le même temps annoncé hier soir la reprise des largages aériens de denrées. Une négociation à plusieurs milliards d'euros en Écosse. Donald Trump et Ursula von der Leyen échangent cet après-midi autour de la volonté du président américain de taxer à 30% des produits importés d'Europe, un pourcentage que veut faire baisser la présidente de l'Union européenne, de la Commission européenne. Avant les discussions, Donald Trump estimait à 50% les chances de réussite des négociations. Et on prend donc tout de suite la direction de l'Aude où l'incendie est stabilisé mais pas fixé à Sigean, près de 24 heures après le départ des flammes. Les pompiers redoutent maintenant le vent qui pourrait faire redémarrer cet incendie. On en parle avec le colonel Christophe Mailly. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quel est le point à l'heure actuelle, peu après 14 heures ? Voilà, donc effectivement un feu stabilisé, le vent qui se renforce, mais c'est surtout l'humidité qui baisse et les températures qui augmentent. Donc là, une réactivation sur la droite qui nous oblige à demander voilà, les hélicoptères bombardiers d'eau et des moyens au sol pour traiter ces réactivations. On sait que c'est 13 km de lisière à traiter de ces contours de feu. Donc il y en a plus de 50% qui ont été traités, mais voilà, on a encore des troupes au sol, comme vous l'avez rappelé, pour éviter ces réactivations et pouvoir prochainement passer feu fixé. Expliquez-nous en quoi ces lisières sont particulièrement surveillées. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ce type de végétation ? On est sur une végétation particulièrement sèche et exposée au vent. On a des phénomènes même de venturie avec des pieds de falaise où on voit que le vent s'engouffre de façon importante. Et c'est surtout, si le feu se redéveloppe, la Palme et Port-la-Nouvelle qui pourraient être concernés. Donc là, on est sur une situation favorable et stabilisée, comme vous l'avez dit. Donc c'est d'éviter que ces lisières où il reste des points chauds nombreux viennent se réactiver, entraîner une saute de feu à 100 mètres ou 200 mètres et même se réalimenter et que le délai d'acheminement des troupes au sol faille que le feu redémarre et se retrouve avec une situation défavorable. Donc là, pour le moment, on est plutôt sur une situation favorable, même si on a la prudence. L'ensoleillement et la diminution de l'humidité dans l'air nous amènent à la prudence, notamment dans ces heures de midi à la fin de la soirée. Est-ce qu'on peut faire un point sur les flammes ? Est-ce qu'on sait déjà combien d'hectares ont été brûlés ? Et est-ce qu'on sait aussi, 24 heures après le départ, ce qui a causé ces flammes ? Alors les superficies sont en train d'être affinies. Vous avez l'enveloppe de 600 hectares parcourus. On a quoi qu'il en soit plusieurs centaines d'hectares de brûlés. On a surtout préservé de nombreuses habitations qui ont été plusieurs centaines directement dans l'axe du feu et qui ont été préservées. Donc ça, c'est plutôt les mesures qui ont été prises par rapport au traitement du feu en dehors de sa superficie qui a été brûlée. En ce qui concerne l'origine du feu, ça fait partie des missions des équipes de recherche de causes et circonstances d'incendie qui ont été déclenchées sous l'égide de la justice avec des éléments d'enquête dont je n'ai pas à connaissance et que je ne peux pas vous communiquer. À l'heure actuelle, quels sont les moyens mobilisés sur place, en effectifs de pompiers, en moyens techniques également ?
Alors le préfet le rappelait ce matin, on a pu justement faire le tour du feu avec les autorités. C'est de rappeler qu'on a des équipes, vous l'avez dit, près de 600 sapeurs-pompiers encore engagés, même si on est sur des équipes qu'on repositionne et puis qu'on reconditionne surtout pour avoir pas des personnels épuisés mais toujours frais. Donc c'est tout l'exercice de mettre les gens prêts à intervenir en cas de besoin et de réactivation surtout. Alors on nous parle d'un incendie stabilisé mais pas fixé. À quel moment vous pourrez dire que cet incendie est définitivement fixé ? Le feu est difficile lorsqu'il ne progresse plus. Donc là, on a encore des inquiétudes, comme on l'a dit, sur des parties droites qui sont pas accessibles. Donc c'est ce qui amène à avoir cette précaution de rester sur un feu stabilisé en voie d'être fixé. Pour terminer brièvement, les moyens techniques, vous m'avez parlé de 600 hommes sur le terrain, mais qu'est-ce que vous avez encore de disposé cet après-midi pour venir à bout de ces flammes ? Là, dans les équipes engagées, on a des équipes aussi techniques capables de faire du feu tactique, par exemple, pour pouvoir traiter le feu par le feu si on avait des endroits inaccessibles qu'il faudrait traiter. Donc ça, c'est des équipes spécialisées dont je dispose. On a aussi, pendant la nuit, utilisé des équipes drones qui permettent d'avoir des images et justement d'identifier les points chauds qu'on est en train de traiter pour avoir des lisières et faciliter à ce que le feu ne progresse plus et qu'on ait réellement un feu fixé, comme vous l'avez dit. Et puis là, on a 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui vont traiter les réactivations sur le secteur droit, c'est-à-dire la partie sud du feu. Merci beaucoup, colonel Christophe Magnier, d'avoir fait le point avec nous sur cette situation toujours évolutive, on l'a compris, à Sigean dans l'Aude. Loïc Rivière, journaliste météo-climat de BFM TV, est avec nous, évidemment, pour faire également le point sur les conditions sur place, météo et climat, avec notamment ce vent, cette question du vent qui se pose, puisque cet après-midi, il va se renforcer. Il est retombé ces dernières heures, mais on parle quand même de rafales jusqu'à 60 km/h en ce moment, et il pourra se renforcer, bien sûr, dans les heures qui viennent. Là, en ce moment, on a 27, 28 degrés. 48% d'humidité, mais l'humidité également va chuter et les températures vont encore grimper. Vigilance orange maintenue, bien sûr, pour le département de l'Aude. Je vous laisse vous emmener en altitude. À 36 000 km depuis l'espace, on peut observer les fumées qui s'échappent donc du département de l'Aude en direction de la Méditerranée sur plus de 100 km actuellement. En réalité, ces fumées suivent évidemment le sens de la tramontane qui est très puissante, notamment de la Gironde en allant vers le Roussillon jusqu'à la Corse. Des rafales possibles jusqu'à 80 km/h pour cet après-midi. Et dans le même temps, on surveille bien sûr le Mistral également dans la vallée du Rhône. C'est un Mistral couché qui se met à souffler aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire qu'il prend une composante nord-ouest. Il souffle plutôt vers l'est des Bouches-du-Rhône et vers le département du Var, qui est désormais, lui aussi, en vigilance rouge. Des pointes à 32, 33 degrés pour cet après-midi. Et pour demain, on va ajouter le département du Vaucluse, cette fois-ci en alerte maximale pour ce risque d'incendie. Ce qui est inquiétant, c'est l'évolution pour la semaine prochaine. On va rester dans ce flux de nord-ouest. La situation va rester bloquée. Alors, ce sera mitigé sur une bonne partie du pays, réchauffé en Méditerranée. Le vent va mettre beaucoup de temps à se calmer. Demain, des rafales tempétueuses jusqu'à 80 voire 100 km/h, notamment sur le Roussillon. Il faudra probablement patienter jusqu'à jeudi pour voir ce vent s'essouffler progressivement. Merci beaucoup Loïc, et on va parler donc de ces incendies donc encore en cours, notamment dans l'Aude, avec le lieutenant-colonel Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile. Bonjour. Vous avez pu entendre donc les précisions de Loïc sur les prochains jours. Beaucoup de travail encore à venir donc pour vos équipes, pour les pompiers, une surveillance particulièrement élevée dans plusieurs départements du sud de la France. Clairement, on a vu cette carte avec la vigilance rouge sur plusieurs massifs. Et donc, le dispositif a été largement dimensionné pour prévenir ces départs de feu-là. D'abord par les mesures préfectorales qui empêchent l'accès à certains massifs et permettent d'éviter les départs de feu. Je rappelle, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Donc, en évitant l'activité humaine, on va limiter ces départs de feu. Et puis, on a évidemment dimensionné le dispositif pour préparer à lutter dès la survenue de ces feux-là, avec des pompiers au sol, 600 sapeurs-pompiers sur l'Aude, on en parlait à l'instant, et donc qui sont prépositionnés, répartis dans le massif pour être au plus près, pour intervenir dès la survenue, dès la détection précoce de ces feux-là. Et puis un dispositif aérien, évidemment, pour faire de la surveillance avec un circuit qui a été préparé en amont avec Météo France pour prévenir là aussi les départs de feu et les traiter au plus tôt dès la survenue du feu, ce qu'on appelle le feu naissant. Et puis une attaque massive derrière avec les Canadair qui sont prêts pour intervenir et appuyer les moyens terrestres en faisant des rotations pour larguer de l'eau.
Quelles sont les mesures également qui sont prises par le préfet pour vous soutenir ? Alors principalement, on l'a dit, les mesures d'interdiction d'accès au massif. Et puis l'interdiction au massif, il a deux raisons. La première, c'est, je le disais, d'éviter cette présence humaine qui est susceptible de pouvoir déclencher des feux par de l'activité. Et puis la seconde, elle est de permettre aux secours d'intervenir en n'encombrant pas les voies et en permettant aux pompiers de pouvoir circuler rapidement entre les points d'eau, entre les différents chantiers. Et puis, c'est également la mobilisation de l'ensemble des acteurs. On parle des pompiers, mais vous avez les forestiers, vous avez les communes qui sont également là avec des personnels bénévoles qui vont appuyer tout le monde pour avoir une organisation la plus complète possible. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Frédéric Haro. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole de la sécurité civile. Vigilance maximale donc face au feu de mise dans plein d'autres départements. Météo France qui a placé le Var et les Bouches-du-Rhône en rouge pour ce dimanche. On en parlait tout à l'heure avec Loïc. Et c'est d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône qu'on vous retrouve, Mylène Argelas. Vous êtes à Bouc-Bel-Air, devant un massif qui a été interdit au public. Alors, il n'y a pas encore d'incendie sur place, mais les pompiers, les habitants guettent au maximum le moindre départ de fumée. Oui, 16 massifs forestiers sur 25 ont été interdits au public aujourd'hui dans le département des Bouches-du-Rhône. 440 pompiers sont déployés justement sur le terrain près de ces massifs forestiers. Il faut ajouter à ces 440 pompiers les 500 pompiers mobilisés dans les 61 casernes du département. Nous sommes ici avec Nordine Ali Saïd sur un dispositif préventif, vous l'avez dit, à Bouc-Bel-Air. Ce dispositif a été mis en place à partir de 11h ce matin et ils sont très importants, ces dispositifs préventifs de pompiers, pour vous expliquer leur importance. Hier, 2 feux ont été déclarés dans ce département des Bouches-du-Rhône. Le premier à Fos-sur-Mer, il n'a parcouru que 7 hectares et le deuxième à Martigues, le feu n'a parcouru que 2 hectares. Ces feux ont donc pu rapidement être contenus par les pompiers grâce à ces dispositifs préventifs. Nous avons pu échanger également avec les pompiers qui sont présents justement ici sur cet emplacement à Bouc-Bel-Air. Ils nous expliquaient que la principale difficulté, c'est bien le vent qui souffle actuellement à 60 km/h sur le département. Des rafales allant jusqu'à 80 km/h sont attendues ici dans l'ouest du département aujourd'hui. Et ce vent, il devrait souffler encore plus fort dans les prochaines heures puisque 90 km/h sont attendus sur la journée de demain. Le département des Bouches-du-Rhône va d'ailleurs rester en vigilance rouge feu de forêt sur la journée de demain. Merci Mylène Argelas pour ce point de situation avec Nordine Ali Saïd dans les Bouches-du-Rhône, donc en vigilance rouge, feu de forêt. Les feux qui concernent également plusieurs pays quand on parle de plus en plus à l'est du continent. Et là, vous voyez ces images en Turquie avec tout d'abord des thermomètres qui explosent. La barre des 50 degrés a été dépassée hier. Une première dans ce pays qui fait face, vous le voyez, depuis plusieurs jours à ces incendies très importants. Mathilde Varda, vous êtes notre correspondante en Turquie. Le bilan est lourd depuis plusieurs jours. Exactement. Cette semaine, 10 personnes sont décédées. C'était des ouvriers forestiers et des volontaires qui justement combattaient un feu qui avait lieu à Eskişehir, donc c'est entre Istanbul et Ankara. Et ce bilan, il est venu alourdir déjà le bilan qu'il y avait, sachant que la saison des feux a commencé très tôt cette année en Turquie. Dès fin juin, il y avait beaucoup de feux dans le pays. Et à Izmir, il y a eu 2 personnes qui sont décédées déjà fin juin. Comme je le disais, cette saison des feux, elle a commencé très tôt et elle continue encore aujourd'hui. Actuellement, à Bursa, par exemple, qui est à l'ouest d'Istanbul, il y a un feu qui est toujours en grand cours. Et puis, on a vu ce matin des images de forêts totalement calcinées là-bas. Les autorités ont annoncé que hier, ils avaient combattu 84 feux au total dans le pays. Donc certains continuent aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, nous sommes face à une vague de chaleur importante dans le pays. Vendredi, le sud-est de la Turquie a connu des températures qu'elle n'avait jamais connues, 50,5 degrés. Et les autorités ont appelé à la vigilance puisque cette vague de chaleur continue et donc le record pourrait continuer d'être battu. Ça n'annonce rien de bon, comme le ministère de l'Agriculture et des Forêts l'a dit. La situation ne risque pas de s'améliorer dans les 2 ou 3 prochains jours, c'est ce qu'il a dit, puisque cette vague de chaleur continue, qu'il y a aussi une sécheresse qui touche beaucoup de régions dans le pays. Ils s'attendent à ce que ces feux puissent continuer encore et en tout cas le pays, il l'a rappelé, est en alerte maximale jusqu'en octobre prochain.
Merci beaucoup Mathilde Varda depuis Istanbul, notre correspondante en Turquie. On en vient maintenant à cette lueur d'espoir pour les plus de 2 millions d'habitants de Gaza. Alors que l'ONU s'alarme d'un risque de famine généralisée, 962 tonnes de denrées alimentaires sont en route depuis l'Égypte. Et un premier convoi, quelques heures après qu'Israël a annoncé le parachutage d'aide humanitaire cette nuit. Clémence Dibou, vous êtes en direct de Kerem Shalom. C'est là que se trouve la porte d'entrée de ces camions en direction de Gaza pour apporter l'aide humanitaire. Quelle est la situation sur place ? On est tenu un peu à distance avec Joao Alencar, mais on aperçoit de temps en temps quelques camions passer. Alors c'est plutôt au compte-gouttes, mais c'est vrai qu'on voit une activité assez intense depuis ce matin de camions humanitaires, parce qu'à Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza, c'est le seul point de passage entre Israël et la bande de Gaza pour faire rentrer les camions. Alors pourquoi ça prend du temps en général de faire venir ces camions humanitaires ? Parce que l'armée israélienne décharge les cargaisons de ces camions qui arrivent en général de Jordanie ou d'Égypte, décharge la cargaison, l'inspecte, ensuite il faut la remettre sur le camion et ensuite c'est de l'autre côté que ces camions sont acheminés dans la bande de Gaza. Et là, l'armée israélienne a ouvert ses portes il y a quelques jours à des journalistes du monde entier pour montrer qu'il y avait là stocké près de 900 camions humanitaires qui, selon l'armée israélienne, attendent d'être distribués dans la bande de Gaza. Et du coup, Israël qui demande de l'aide ou du renfort aux ONG internationales. Ça, c'était pour le passage terrestre. Mais on a appris aussi par des médias égyptiens cette fois-ci que le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a pu laisser passer des camions humanitaires là aussi. Et à cela se rajoute l'annonce de l'armée israélienne d'avoir opéré des largages humanitaires cette nuit. On parle de 7 palettes remplies de farine par exemple ou de boîtes de conserve. Le problème, c'est que ces largages humanitaires, ils avaient déjà été expérimentés l'an dernier, notamment par la France. Ils ont plusieurs possibilités, mais le problème, c'est que ce qui est largué en général, c'est une quantité infime. Là, par exemple, aujourd'hui, on parle de 7 lots. Et puis souvent, quand ça arrive au sol, il y a des risques d'accidents et d'attroupement. En tout cas, ce que l'on semble comprendre, c'est qu'Israël a entendu les critiques de la communauté internationale et des risques de famine qui sont reportés depuis la bande de Gaza par les ONG en essayant de desserrer l'étau de ce passage ici à Kerem Shalom. Merci beaucoup Clémence Dibou et Joao Alencar depuis donc Kerem Shalom en Israël pour parler justement de ces nouveaux ces aides humanitaires du côté de Gaza. Jean-Raphaël Poitou est notre invité responsable au Moyen-Orient Action contre la faim. Bonjour. On a donc annoncé ces 962 tonnes de denrées alimentaires. Est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir lutter contre le risque de famine qui a été récemment souligné par l'ONU ? Bonjour. Premièrement, on voit quand il y a la pression internationale, quand les États se mettent ensemble, ils arrivent à obtenir des choses d'Israël et il faut continuer. Il faut évidemment se réjouir de cette nouvelle, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment cette aide ensuite va être distribuée, combien de camions vont pouvoir entrer, et si d'autres éléments plus loin que les camions, ce n'est pas simplement les camions qui vont résoudre la crise humanitaire, il y a aussi le type de produits qui peuvent rentrer, le personnel qui doit rentrer aussi, et aussi les temps disponibles pour pouvoir distribuer cette aide, les endroits où la stocker. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur la partie logistique. Parce que face à cela, il y a cette situation que vivent les habitants à Gaza. Comment la qualifieriez-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en gros, pour secourir encore cette population ? Disons que tout ce qui est des thèmes de malnutrition ou d'insécurité alimentaire, il est toujours possible de retourner la situation tant que l'aide humanitaire puisse rentrer. On sait qu'au niveau du traitement de la malnutrition, à partir du moment où on peut faire rentrer ces produits thérapeutiques, ces suppléments nutritionnels, on peut sauver des enfants qui sont dans des situations extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les portes, de faire inonder Gaza de ces camions humanitaires, de laisser rentrer le personnel humanitaire pour pouvoir aussi aider nos équipes qui sont fatiguées, qui souffrent aussi de ce manque de nourriture, et de s'assurer qu'on puisse sauver des vies au plus grand nombre possible et le plus rapidement possible. Jean-Raphaël Poitou, quel est le rôle d'Action contre la faim dans ces moments-là, dans ce conflit et ces blocages autour de Gaza ? Donc, Action contre la faim est présent dans la bande de Gaza depuis plusieurs années, depuis 2006 exactement, et nous sommes toujours restés à Gaza. Nous travaillons avec les Nations Unies, avec les autres partenaires humanitaires. Nous sommes basés à la fois à Gaza et à Deir el-Balah. On travaille à la distribution de l'eau, on travaille au traitement de la malnutrition. Aussi, on distribue quand on peut et quand on a des ressources, des repas chauds. C'est le travail que font mes 100 collègues basés à Gaza.
Merci beaucoup Jean-Raphaël Poitou, responsable Moyen-Orient pour l'ONG Action contre la faim, d'avoir fait avec nous ce point de situation. Donc, depuis la réouverture des corridors, notamment d'aide humanitaire. Et après son interception par l'armée cette nuit, eh bien, c'est la flottille pour la liberté qui est, elle, arrivée en Israël, peu avant midi, après avoir été arraisonnée par l'armée israélienne. Les 21 membres de l'équipage des manifestants pro-palestiniens et dont deux élus de la France insoumise ont donc été appréhendés par les autorités. Dans un communiqué, les insoumis dénoncent notamment une arrestation illégale dans les eaux internationales. Ils exigent la libération de l'équipage. Allez, on part maintenant en direction de l'Écosse. Il avait donné jusque jeudi avant d'augmenter les droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Donald Trump rencontre cet après-midi Ursula von der Leyen. Le président américain estime à 50% les chances de trouver un accord commercial aujourd'hui. Mais à quoi cet accord peut-il ressembler? La réponse tout de suite avec Zoé Lamarche et Baptiste Keïta. Nouveau chapitre dans la série Donald Trump et les droits de douane. À 5 jours de l'entrée en vigueur d'une taxe de 30% sur les produits européens, la présidente de la Commission européenne espère bien diminuer cette charge de moitié, voire l'annuler au cours de cette réunion de la dernière chance. Certaines économies de l'Union européenne, dont la France, sont quand même en phase de ralentissement économique assez important. Et pour la France, il y a un autre enjeu particulièrement important, c'est bien entendu le secteur agricole. Il ne faudrait pas que ces taxations douanières alourdissent les difficultés des agriculteurs. Mais comment lutter contre cette menace ? L'Union européenne pourrait par exemple adopter des mesures de rétorsion. On situe à peu près à 93 milliards d'euros le montant des droits de douane qui seraient récupérés par l'Union européenne et qui seraient appliqués donc sur les produits en provenance des États-Unis. Donc les entreprises américaines auraient elles-mêmes un préjudice. Autre moyen de pression, le marché de l'Union européenne représente près de 500 millions de consommateurs. Un marché que les États-Unis ne peuvent pas bouder. Si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne a déjà établi une liste de produits américains à taxer dès le 7 août, incluant le marché de l'automobile ou de l'aéronautique. Restez sur BFM TV. Dans un instant, nous ferons le point sur la situation dans l'Aude avec cet incendie à Sigean qui est stabilisé mais toujours pas fixé, avec toujours plus de 600 pompiers au sol déployés pour surveiller de près la situation. 600 hectares au moins qui ont été parcourus de végétation par ces flammes. La réactivation est surveillée de près dans les lisières de ce foyer. Revenez avec nous dans quelques petites minutes. Nous ferons le point sur le terrain. Aujourd'hui, on va parler de toit. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec hautetoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lito et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur hautetoiture.com pour un devis immédiat. hautetoiture.com. Pour voir si tout allait bien, vous avez fait un bilan de santé. Complet le bilan. Pour votre reconversion, vous avez fait un bilan de compétences. Mais on ne devient pas boulanger comme ça. Et avec votre fils aussi, vous avez fait le bilan. Et après tout ça, pour vos assurances, vous ne feriez pas aussi un bilan? À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats d'assurance selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. AD, c'est sûr. Et ça fait 40 ans que ça dure. Avec AD, je suis sûre d'avoir toujours un garage à proximité. Je viens de passer à l'hybride électrique. Et je suis toujours sûr d'avoir des réparations au juste prix. Après mon accrochage, AD m'a prêté un véhicule pendant la réparation. Moi, je suis sûr de pouvoir conduire la voiture de papa quand j'aurai le permis. Et sûr de pouvoir compter sur des experts de l'électronique. Dans les garages et carrosseries AD, on sera toujours là pour que votre mobilité reste plus durable et plus abordable. AD, c'est sûr. Les amis, devant moi, tous les produits d'un colis comme j'aime, soit 28 jours de programme, des lasagnes, du couscous, des moelleux au chocolat, le tout livré directement chez vous. Et en plus, en ce moment, vous avez une réduction de 100 € sur votre premier colis. Et avec Comme J'aime, vous le savez, on perd du poids. Les clients perdent en moyenne 6 kilos dès le premier mois. Regardez Mélissa, moins 11 kilos, Sandrine, moins 21 kilos. Alors, pour profiter de moins 100 € sur votre premier colis, composez le 0800 37 37 37 ou commej'aime.fr, c'est important.fr. Sur la route, il y a tout le monde. Et il y a nous. Nous qui vivons la route. Nous allons, nous venons, nous revenons.
Nous roulons sur la 6, la D34, la N2. Nous avalons des kilomètres et des sandwichs triangles. Sans nous connaître, nous sommes ensemble. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Nous sommes 5 millions de membres et nous rendons la route plus sûre. Coyote, faire la route ensemble. Tout petit peu vers la droite. Ouais, c'est bien là. Attends, montre. Ouais, c'est cool. Soyez fiers de faire de bonnes affaires. Bonial, la joie des promos. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Avec Nutribullet, un maximum de nutrition en un minimum d'effort. 7 jours sur 7. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Découvrez nos offres et laissez-vous séduire par le Pérou. Des lignes dynamiques. Eh oui. Hein? Je t'ai encore changé les freins. Je vous en prie. J'ai vu une centaine de points de contrôle comme ça. Bon bah je vais attendre. Et à la fin elle sera neuve? Regardez. Ah oui, ok, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Alors? Bah t'as vu? Oui, mais attends, mais... Ah oui, mais non, mais chouchou, attends, non, attends. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. C'est assez troublant sur la côte varoise. En ce moment, pour les vacanciers, c'est du grand beau temps. Le vent souffle fort, ça va continuer, il va même accélérer d'ici à ce lundi. Des rafales à 70, 80 km/h déjà pour cet après-midi. Le Mistral est couché désormais, vous voyez qu'il file progressivement vers l'est, donc des Bouches-du-Rhône vers le département du Var, 2 départements placés en vigilance rouge, alerte maximale pour le risque d'incendie. Les Bouches-du-Rhône resteront en vigilance rouge ce lundi, l'Aude en vigilance orange. On va ajouter un département en alerte maximale pour ce début de semaine, le Vaucluse. Des rafales tempétueuses, 80-100 km/h cette fois-ci en descendant vers le Roussillon. Donc situation toujours critique en Méditerranée, ça reste mitigé sur le reste du pays avec ce flux de nord-ouest qui va persister une bonne partie de la semaine prochaine. Le temps sera plus automnal qu'estival, il faut bien l'avouer, ce sera le cas notamment dans les heures qui viennent dans le nord du pays avec des averses orageuses qui pourront circuler sur la route du Tour en direction de Montmartre, notamment d'ici à la fin de cette journée. Voyons maintenant pour ce lundi. Dans ce flux de nord, la neige va tomber à partir de 2500 mètres en direction des Savoies en Méditerranée. Donc ces rafales à 100 km/h. Grâce au vent, ce sera un peu mieux dégagé, en tout cas en début de journée. Dans l'après-midi, l'instabilité va peu à peu se diffuser. On va retrouver des giboulées, mais on aura quand même quelques éclaircies. Beaucoup de fraîcheur en matinée. Une douzaine de degrés, notamment à Rennes, même température à Auxerre ou alors sur les hauteurs d'Aurillac. Dans l'après-midi, ça reste frais là aussi, de 21 à 25 degrés sur une très large moitié nord du pays, 27 degrés au mieux dans le sud-ouest, pas plus de 29 degrés en Méditerranée. C'est déjà élevé. Les jours suivants, ça va rester mitigé, notamment dans le nord-ouest pour ce mardi. Puis mercredi, les éclaircies reprendront l'avantage, mais les températures vont rester en dessous des moyennes pour une bonne partie de la semaine. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection.
Nous allons sur les plages et en direction de la Méditerranée. Ça va souffler fort dans les drapeaux. Vérifiez bien la couleur avant de plonger. Dans tous les cas, restez très prudent sur la route des plages. La température de l'eau baisse progressivement. 21 degrés tout de même à Marseille, une eau à 27 degrés dans la baie d'Aléria en ce moment. Nous allons en direction de l'océan, mélange de nuages, d'éclaircies pour cet après-midi. Comptez 22 degrés sur le sable à Biarritz. Là, on aura quelques averses. 23 degrés pour vous baigner. Enfin, en remontant vers la côte d'Opale, notamment, les nuages récalcitrants vont persister dans les heures qui viennent. Vous avez tout de même 20 degrés dans l'eau du côté de Malo-les-Bains. C'était la météo avec RentréDiscount.com. Yes! RentréDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Bientôt 14h30 sur BFM TV, vous regardez l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. À la une aujourd'hui, ce feu stabilisé, mais toujours pas fixé dans l'Aude, à Sigean, où quelques 600 pompiers sont toujours sur le qui-vive. Plus de 600 hectares de forêt ont été parcourus depuis hier. Et le vent, de nouveau, souffle fort cet après-midi. Nous serons sur place avec nos équipes dans un instant. Le feu qui ravage également l'est de l'Europe. De nombreux foyers se sont déclenchés en Grèce, dont 52 près d'Athènes. Le réchauffement climatique se confirme d'été en été dans la zone. Nous retrouverons notre correspondant sur place dans ce journal. Israël répond à l'appel de la communauté internationale. Une pause tactique des combats est organisée dans la bande de Gaza, ainsi que la reprise des largages d'aide humanitaire. Les couloirs d'accès rouvrent également petit à petit. Le point dans un instant sur place. Et puis 24 heures après ce refus d'obtempérer qui a blessé 4 membres d'une famille à Colomiers près de Toulouse, le suspect qui a percuté le véhicule avec son 4x4 est toujours en fuite. Reportage à suivre et enquête en cours. Mais tout d'abord, donc cette situation à Sigean dans l'Aude, avec plus de 600 hectares de forêt qui ont été parcourus par les flammes, 2 maisons qui ont également été touchées dans l'Aude. L'incendie qui a pris hier est stabilisé, mais toujours pas fixé. Et plus de 600 pompiers sont toujours mobilisés. Principal point de vigilance, la reprise du vent cet après-midi. Reportage signé Clémence Renard, Dorine Jarnias, Loïc Tournier avec Fanny Regnault. Plus de 600 hectares parcourus par les flammes. À Sigean, le feu s'est propagé au-delà de la départementale et a envahi certaines collines. L'incendie a débuté hier à proximité d'une zone d'activité. 2 maisons ont été sévèrement endommagées. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes. Depuis ce matin, plus de 600 d'entre eux restent mobilisés. On est sur une évolution favorable, avec un dispositif qui est toujours en place. Et on a mis des personnels au repos cette nuit, mais surtout des relèves qui ont été organisées ce matin. Donc un dispositif qui va se poursuivre, 2 hélicoptères bombardiers d'eau pour traiter les points chauds qui ont été visionnés ce matin avec le drone et du coup une action qui reste importante par le fait que le vent va être à l'identique d'hier après-midi avec des rafales à plus de 70 km/h qui sont annoncées. Le vent va être le principal ennemi de la journée pour ces pompiers. Chaque point chaud doit être surveillé. Les rafales peuvent rallumer les braises à tout moment. Hier, plusieurs zones de la commune ont dû être évacuées, dont 2 campings. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée, mais les autorités mettent en garde. 90% des incendies sont d'origine humaine, le plus souvent par négligence. On voit bien que la moindre imprudence peut provoquer très rapidement des situations potentiellement dangereuses. Parce que évacuer 1000 personnes de camping, on l'a fait évidemment de manière préventive et dans l'ordre, sans panique, mais c'est quand même important. Une enquête est en cours pour déterminer le départ du feu. Les vacanciers et les habitants qui avaient dû être évacués ont pu regagner leur logement. Et on fait le point avec vous, lieutenant-colonel Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile, notamment sur le dispositif que vous avez déployé en amont de ce type d'événement. Bonjour. Donc un dispositif significatif. La météo est connue depuis plusieurs jours maintenant. Cette situation de ce week-end et jusqu'à demain encore avec des vents qui sont relativement forts dans la région. D'abord, on fait placer les massifs en vigilance rouge avec des mesures prises par les préfets. Et puis, ils nous ont fait placer un dispositif préventif relativement conséquent, que ce soit au sol ou aérien. Lieutenant-colonel, concrètement, c'est quoi un dispositif déployé en cas de vigilance rouge ? Eh bien, c'est notamment un dispositif terrestre. Ce sont des pompiers départementaux qui sont renforcés par des collègues qui viennent d'autres départements, des départements voisins, voire même des départements ailleurs en France qui sont actuellement moins touchés par ce type de sinistre-là. Et donc, ces pompiers sont positionnés dans un dispositif préventif. On va regarder la carte météo le matin
pour juger des points les plus à risque dans la journée et donc positionner des groupes avec plusieurs camions ou des camions isolés qui sont à même de pouvoir intervenir au plus près, au plus vite sur les départs de feu. On va faire en sorte de toujours attaquer les feux naissants, faire en sorte que les feux ne dépassent pas le premier hectare et qu'ils restent contrôlables. Et puis on complète ce dispositif avec des moyens aériens, avec notamment nos avions bombardiers Dash qui vont faire un circuit tout l'après-midi. Là, ils font un circuit qui va parcourir la Méditerranée, notamment les zones en rouge actuellement, de manière à attaquer justement les feux naissants. En altitude, ils vont détecter relativement tôt les départs de feu et vont pouvoir faire un premier largage qui va permettre d'éteindre le feu dès sa survenue. Et ça, c'est pour la prévention. Hein. Tout ça, ce sont un dispositif de prévention. Préparation. Pour ce qui est des actions en cours, précisément dans l'Aude, quel est l'état de ces actions ? Alors, dès que le feu a pris une certaine ampleur, et comme on l'a vu là dans l'Aude, avec quelques centaines d'hectares, du coup, on va renvoyer en renfort donc des moyens terrestres pour appuyer et concentrer nos forces sur le chantier, sur le feu. Et puis, on va envoyer des moyens aériens complémentaires, des hélicoptères bombardiers d'eau, et puis avec les Canadair qui vont pouvoir faire des attaques massives, qui vont pouvoir aller faire des rotations avec de l'eau notamment, pour charger rapidement et pouvoir larguer rapidement sur le sinistre. Est-ce que vous pouvez nous faire également l'état de ces recommandations que vous adressez à la population pour justement ne pas vous gêner dans votre travail ? Alors les recommandations, elles sont données par le préfet, on l'a vu ce matin, l'interdiction des massifs. Vous l'avez dit dans votre reportage, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine, principalement par négligence, par des éléments de bon sens qui ne sont pas toujours respectés. On va parler de barbecue dans des zones à risque, on va parler de véhicules thermiques, des quads, des motos qui, avec leur pot d'échappement bouillant, peuvent là aussi mettre le feu dans de la végétation sèche. Et puis trop de départs de feu également à proximité des habitations. C'est 8 départs de feu sur 10 qui sont à moins de 50 mètres d'une habitation. C'est des travaux, c'est des mégots. Ce sont des éléments sur lesquels chacun, avec un petit peu d'attention, pourra éviter. Et donc, soit en prenant les mesures nécessaires, quand on fait des travaux à proximité de sa maison, avoir un extincteur, avoir un tuyau d'arrosage pour prévenir un départ de feu. Et puis les mégots, évidemment, tout l'été, on en parle, le long des routes, partout où les gens circulent, avoir une bouteille d'eau pour jeter ces mégots dedans ou faire en sorte de ne pas les mettre dans la nature pour la pollution et surtout pour les départs de feu. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Frédéric Haro, porte-parole de la sécurité civile, pour toutes ces réponses. Loïc Rivière, journaliste météo-climat pour BFM TV. On a parlé donc de l'Aude qui est en vigilance orange, tout comme le Gard et le Vaucluse. On a aussi les Bouches-du-Rhône, le Var qui sont en vigilance rouge. Bref, une surveillance particulièrement accrue autour de tout l'arc méditerranéen. Et nous ne sommes même pas encore au plus fort de cet épisode de vent. Le pic est attendu pour ce lundi, des rafales tempétueuses qui vont s'approcher des 100 km/h. Déjà 70-80 km/h pour aujourd'hui. Les pompiers aimeraient bien voir ce vent. Alors je vous propose cette animation qui permet de mieux le cerner. Il file notamment dans la vallée du Rhône, mais aussi entre le Massif central et les Pyrénées. Cette tramontane d'ailleurs qui file tout droit de la Gironde vers la Corse. Les fumées d'incendie suivent le même chemin. Je vous propose de prendre de l'altitude. Depuis l'espace, on peut distinguer les fumées qui s'échappaient hier au plus fort de cet incendie dans le département de l'Aude. Elles filent vers la Méditerranée sur une centaine de kilomètres. Il faut noter d'ailleurs que la qualité de l'air est dégradée sur ce secteur en raison de cet incendie, bien évidemment. Alors pour cet après-midi, on attend des pointes à 28-29 degrés, ce qui est évidemment élevé. Une humidité dans l'air qui va chuter. Pour l'amélioration, il faudra patienter donc jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins. On va regarder la situation plus à l'est avec vous également, Loïc, à l'est de l'Europe où la Grèce lutte contre les incendies de végétation depuis hier. Plusieurs régions sont concernées, plus d'une cinquantaine de foyers dénombrés rien qu'à hauteur d'Athènes. Fabien Perrier, vous êtes notre correspondant à Cryonéry. Les pompiers annoncent une amélioration de la situation sur la plupart des fronts, mais la prudence, on le sait, reste de mise pour ce dimanche. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on peut dire qu'ici, le grand foyer semble complètement éteint. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones sous surveillance, mais le feu n'est plus avec ces flammes immenses que l'on a pu voir hier. En revanche, s'il a pu se développer, c'est parce que le terrain est particulièrement propice. Des journées consécutives de canicule, un vent violent, un départ de flammes, et tout est parti hier. Et en fait, les habitants m'expliquaient dans la petite commune où je me trouve que c'est comme si le feu avait tourbillonné autour de leur maison. Il y a des images qui sont assez saisissantes. On peut voir par exemple des maisons complètement intactes avec la maison voisine, elle, complètement calcinée.
Donc les habitants s'inquiètent parce qu'ils se demandent en fait s'ils sont réellement protégés. Et puis on sent poindre dans la population un début de critique envers le gouvernement. Par exemple, un habitant m'expliquait tout à l'heure, plus exactement crier, ce sont tous des voleurs et nous ont tous menti. Et alors peut-être pour essayer un peu de parer à ces critiques, le gouvernement a décidé de venir demain dans cette commune. Le ministre de la Protection civile et de la Protection du climat va venir pour voir l'état des lieux, pour faire l'état des lieux et puis essayer de répondre aux attentes des habitants qui, comme je disais, sont inquiets parce qu'ils voient que tout le pays est en flammes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a partout des départs d'incendie. C'est ce qui les inquiète. Merci beaucoup Fabien Perrier, correspondant en Grèce pour BFM TV. Et depuis Crionnerie, on se retourne vers vous Loïc Rivière, justement sur cette situation en Grèce. Là aussi, vent violent combiné à une canicule assez importante. Plus de 50 départs de feu, rien qu'hier en réalité. En Grèce, là aussi, prenons de l'altitude. Je vous emmène dans l'espace. Nous ne sommes pas dans la Station spatiale internationale à 400 km, mais à 36 000 km. Et on voit ces fumées d'incendie, là aussi, sur la Grèce, notamment sur le Péloponnèse, mais également jusqu'au nord du pays. Vous voyez évidemment ces couleurs orange, là c'est reconstitué, on ne voit pas les flammes, bien sûr. En revanche, on voit bel et bien ces fumées. La raison est très simple, le dôme de chaleur est bien en place en Méditerranée, plutôt vers l'est du bassin méditerranéen. Record battu 3 fois en Turquie, record national absolu. Jamais on avait atteint les 50 degrés, en réalité 50 degrés 5 relevés ce vendredi. Je vous ai noté à Chypre les 31 degrés 2 relevés cette semaine. Au matin, record de température minimale élevée, record national là aussi, et près de 46 degrés en Grèce, en Italie, qui était en vigilance rouge canicule, des incendies qui sévissent également en Italie ou encore en Bosnie en ce moment. Merci beaucoup Loïc Rivière pour toutes ces précisions. 14h39 sur BFM TV, on en vient à cette enquête qui se poursuit au lendemain du refus d'obtempérer qui a blessé gravement 4 membres d'une famille à Colomiers près de Toulouse. Parmi les victimes du véhicule percuté, la mère et l'un de ses enfants sont toujours hospitalisés dans un état grave. Quant au suspect, il est toujours en fuite. Kylian Chaput, Vincent Bantighem, Antoine Corvert avec Johan Domarle. À toute vitesse, ce véhicule noir percute violemment une voiture familiale. Après le choc, le chauffard sort du véhicule et s'enfuit. Cédric était présent lors de la scène. Je sors de la voiture et là j'ai entendu un énorme boom. J'ai su que c'était un choc voiture, mais sans les bruits de freinage en fait. Et en m'approchant de l'accident, j'ai de suite vu un monsieur qui partait au loin. À l'intérieur de la voiture percutée, une mère de famille et ses 3 enfants. Tous ont été conduits à l'hôpital de Toulouse. L'un d'eux, âgé de 10 ans, grièvement blessé. Avant de provoquer l'accident, le conducteur du véhicule noir venait de refuser de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il a pris le périph' à plus de 180 km/h et il est arrivé sur une bretelle où il y a un stop. Ça aurait pu être très grave et aujourd'hui, des familles pourraient être dans le deuil. En plus du refus d'obtempérer, le chauffard peut être poursuivi pour blessures involontaires et délit de fuite. La principale infraction, ça va être les blessures involontaires qui, effectivement, vont permettre des poursuites jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ce type d'infractions ne sont que très rarement sanctionnés durement. En revanche, dès lors qu'il y a des blessés, les magistrats ont la main lourde, surtout quand on est en face d'infractions volontaires. Une enquête a été ouverte. À cette heure, le conducteur est toujours recherché. On en parle avec vous, Éric Henry. Bonjour, vous êtes délégué national Alliance Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on voudrait revenir sur ce refus d'obtempérer qui est à l'origine de cet accident grave près de Toulouse. Est-ce que c'est un fléau que vous rencontrez, vous, de plus en plus ces dernières années ? Bonjour. Alors ces images sont sidérantes, glaçantes, il n'y a pas d'autre mot. Je me demande même si on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un homicide, en tout cas d'une tentative d'homicide routier. L'individu est toujours recherché quant à présent. On voit bien sur la vidéo qu'il s'enfuit sans un regard pour cette famille qu'il a failli décimer. C'est un comportement purement criminel. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire ce qu'on peut ressentir les uns et les autres au regard de ce comportement. Alors oui, c'est un fléau, mais c'est un fléau qui est en constante augmentation depuis 2012. On est en moyenne à 25 000 refus d'obtempérer par an, soit 1 toutes les 17 minutes. C'est extrêmement dangereux. La preuve, ne serait-ce que grâce à cette vidéo, si je puis dire, l'ensemble des Françaises et des Français se rendent compte de ce qu'on vit, nous, au quotidien, force de sécurité intérieure, pour lutter contre ces agissements criminels. Alors, que faire ? Une réponse pénale extrêmement ferme,
forte pour passer l'envie à ces individus de commettre de tels actes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à l'instar des rodéos qu'on connaît actuellement, qui pullulent durant la belle saison, ce sont des fléaux qui pourrissent, n'ayons pas peur des mots, qui pourrissent la vie de nos concitoyens et qui sont extrêmement dangereux. Je souhaite et j'espère comme tout le monde que cette famille va s'en remettre de ses blessures pour qu'enfin elle puisse se reconstruire, parce que il faut le dire aussi, il s'agit d'une famille de touristes américaines qui venaient tranquillement en France, qui n'a rien demandé à personne et puis qui malheureusement s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Éric Henry, pour revenir sur l'individu en fuite, quels sont les moyens qui peuvent aider la police? Quelle est la première mission à l'heure actuelle des enquêteurs pour retrouver l'individu? Dès la commission de ces faits extrêmement graves, il y a eu un périmètre de sécurité établi par mes collègues. Des constatations ont été effectuées. La police technique scientifique s'est déplacée. Et là, c'est une enquête, je dirais, classique qui a commencé. D'ailleurs, tous les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver cet individu et l'identifier et le remettre à la justice. Les témoins ont été entendus. La vidéoprotection, s'il y en a, est examinée. La téléphonie, tout un armadage, je dirais, de techniques d'enquête judiciaire pour vite retrouver cet auteur et le remettre à la justice. Merci beaucoup Éric Henry d'avoir répondu à nos questions. Donc sur ce délai de fuite, donc cet individu toujours recherché du côté de Toulouse. Dans l'actualité internationale, à présent au Moyen-Orient, l'armée israélienne annonce une pause tactique des combats dans la bande de Gaza chaque jour de 10h à 20h et la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés. Objectif, permettre la circulation des convois de l'ONU et des ONG. Et le retour de l'aide humanitaire également depuis la reprise cette nuit des parachutages de denrées alimentaires par Israël. Une méthode jugée inefficace, voire dangereuse par les Nations Unies. Un reportage de Mathis Menu. Sur leurs épaules, certains Gazaouis déjà affamés transportent de quoi tenir quelques jours. Ici, un sac de farine, car l'aide humanitaire tant attendue pénètre enfin dans la bande de Gaza. On sort pour les enfants qui nous disent en pleurant « Tonton, je veux juste un morceau de pain ». Ça te déchire le cœur. C'est comme si on te plantait 1 million de couteaux. Pour ramener un sac de farine, on risque 1000 fois la mort, mais on le fait pour eux. Un peu plus tôt depuis l'Égypte, ces camions ont traversé le terminal frontalier au sud de l'enclave, près de Rafah. Mais avant d'entrer, ils ont été inspectés au point de passage de Kerem Shalom par l'armée israélienne, qui a décrété aujourd'hui des pauses tactiques quotidiennes. Dans le détail, Tsahal annonce que ces opérations militaires cesseront dans certaines zones de 7h à 17h heure locale pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Cette nuit, l'armée israélienne a d'ores et déjà procédé à des largages de denrées alimentaires. Les largages aériens comprendront 7 palettes d'aide contenant de la farine, du sucre et des conserves qui seront fournies par des organisations internationales. Malgré le risque de famine généralisée et la situation plus que critique dans l'enclave, ces largages inquiètent certains habitants. Quand l'aide tombe du ciel, ça blesse des gens, ça fait des dégâts, parfois même des massacres dans la rue. Tous ces gens, c'est des vies perdues chaque jour. Si on balance 1, 2, 10 caisses, ça suffit pas. Des centaines de personnes attendent et au final, à peine 1 ou 2% en profitent. Sur les réseaux sociaux, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a salué l'ouverture de couloirs humanitaires vers Gaza. La Jordanie et le Royaume-Uni notamment se préparent à des livraisons d'aide humanitaire. Et dans le même temps, on vous signale que des avions jordaniens et émiratis larguent 25 tonnes d'aide sur Gaza, annonce de la télévision jordanienne. On voit cette aide internationale et de la région qui s'organise évidemment. Invité de BFM TV ce matin, le député écologiste et social NFP de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, s'est félicité de la décision d'Israël de faciliter cette aide humanitaire. L'armée israélienne change de stratégie, enfin, si je puis dire, devant la pression internationale. Et si cette aide humanitaire arrive, je veux dire, je ne peux que m'en féliciter. Parce que ce dont on parle, c'est des choses sérieuses. C'est du fait que des enfants sont en train de mourir de faim. 60 000 femmes enceintes sont en train de mourir d'une situation de faim. Et comme il y a un mois avec le Madeleine, l'armée israélienne a raisonné hier l'Andala, le dernier bateau de la flottille de la Liberté parti vers Gaza avec de l'aide humanitaire. Interception dans les eaux internationales. Le navire et ses 21 passagers, dont 2 parlementaires françaises, qui est donc arrivé aujourd'hui à Ashrod en Israël. Et on aura donc, on reviendra évidemment sur cette info dans nos prochaines éditions. Mais d'abord, on prend la direction de l'Écosse avec les droits de douane américains au cœur de la rencontre prévue à 17h30 heure française entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le décor, le golfe du président américain de Turnberry en Écosse, où il poursuit ses 5 jours de visite à la fois privés et diplomatiques. Pronostic de Donald Trump, trouver un accord 50-50. Avez-vous conclu un accord avec l'Union européenne aujourd'hui ?
50% de chance. 50% de chance. Antoine Hellard, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Washington. On vient de le voir, Donald Trump donc en Écosse. Il estime qu'il y a une chance sur 2 pour trouver donc cet accord avant la date fatidique qu'il a fixée au 1er août à l'Europe. Oui, exactement. En fait, Donald Trump est en position de force dans ces négociations. Il a mis une pression terrible sur l'Union européenne en indiquant que si aucun accord n'est trouvé avant le 1er août, alors il imposera des droits de douane exorbitants sur tous les produits européens, une taxe à 30%. Alors, en coulisses, depuis plusieurs semaines, diplomates américains et européens négocient des discussions qui sont parfois tendues, notamment autour de la question de l'acier ou des automobiles. Et lorsque Trump dit qu'il y a une chance sur 2 de conclure un deal, c'est une façon pour lui de dire que pour le moment, rien n'est fait. Une façon donc de mettre à nouveau la pression. Trump explique qu'il reste une vingtaine de points encore à régler sans donner davantage de précision. On sait que le projet d'accord prévoirait une taxe à 15% avec quelques exemptions, notamment sur les spiritueux ou encore l'aéronautique. En échange de quoi, l'Union européenne s'engagerait à acheter davantage de gaz américain. Mais ce qui est certain, c'est que c'est lui, l'imprévisible président américain, qui aura le dernier mot. Et c'est bien pour cette raison que la rencontre aujourd'hui avec Ursula von der Leyen est cruciale. On sait que Donald Trump accorde beaucoup d'importance aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec certains dirigeants. Pour le moment, le courant passe plutôt bien avec la chef de la Commission européenne. On verra, les deux dirigeants se sont parlé d'ailleurs à plusieurs reprises par téléphone. On verra si tout cela permettra d'éviter une guerre commerciale totale entre les deux partenaires. Merci beaucoup Antoine Hellard pour ces précisions. 14h49, tout de suite l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et soyez toujours vigilants ce 5e week-end des vacances estivales, même si ça roule mieux qu'hier. Vous le voyez, bidon futé qui voit orange dans une grande moitié sud de la France dans le sens des départs et orange également dans le sens des retours, cette fois-ci sur un large quart sud-est. On reste évidemment vigilant face à cette difficulté de circulation dans ces zones. À bientôt. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. C'est l'automne, en plein cœur de l'été. Vous l'avez probablement constaté. Vous voyez ce léger saupoutrage à 3300 mètres sur le pic blanc aux couleurs sépia dernièrement. De la neige de plus en plus bas d'ailleurs pour le début de la semaine. On va en reparler. Quel contraste avec ce vent chaud qui souffle en direction de la Méditerranée. Mistral, tramontane jusqu'à 80 km/h, puis près de 100 km/h pour ce lundi, des rafales tempétueuse. La vigilance est maximale, vigilance rouge pour les Bouches-du-Rhône, pour le département du Var, orange également en ce qui concerne le Vaucluse, le Gard, le département de l'Aude. On va ajouter en alerte maximale le Vaucluse pour ce début de semaine en vigilance rouge là aussi. Donc voyons l'évolution de la situation. Les nuages sont nombreux. Il y a des averses également, parfois orageuses, en remontant vers le nord qui pourraient éclater sur la route du Tour en direction de Montmartre, notamment d'ici à la fin de cette journée. Ce sera un peu mieux dégagé pour ce lundi grâce au vent. Des éclaircies en matinée, des rafales déjà à 80-100 km/h sur le Roussillon. Dans l'après-midi, peu à peu, l'instabilité va se diffuser vers le nord. Mais voyez cette neige qui va tomber dès 2500 mètres sur les Savoies, notamment. Léger saupoudrage à nouveau, alors ce qui peut arriver en plein cœur de l'été, mais ce qui, effectivement, des notes de ce flux de nord qui sera sensible. On aura quelques giboulées sur un très large quart nord-est. D'une manière générale, les éclaircies vont bien résister en allant vers l'océan. La fraîcheur sera d'actualité en matinée. Une douzaine de degrés seulement à Rennes, à Auxerre, sur les hauteurs d'Aurillac également. Puis dans l'après-midi, température toujours en dessous des moyennes, tout juste digne d'un mois de septembre en réalité. De 21 à 25 degrés sur une très large moitié nord. 27 degrés au mieux dans le sud-ouest et pas plus de 29 degrés en Méditerranée. C'est déjà élevé, bien sûr, sur le front des incendies en ce moment. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison.
C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. Bienvenue dans Un monde bleu sur BFM TV, sur la grande plage de Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale sous le soleil, avec derrière moi ces fameuses cabines de plage. L'attractivité du Boulonnais, c'est son environnement maritime. Et je retrouve immédiatement Alexandre Fayeul. Il est président fondateur d'Advance, spécialiste européen de la cybersécurité. Bonjour Alexandre. Bonjour Rémi. Alors, le skipper Thomas Ruyant et vous avez créé une écurie de course au large qui a participé à toutes les grandes courses, notamment le Vendée Globe, et vous portez un message baptisé « Vulnérable ». Décodez-nous ce message. Alors vulnérable, c'est un mot qui a été choisi pour justement interpeller. 84% des Français avaient une représentation très négative de la vulnérabilité. C'est ça qu'on veut changer. Vous êtes originaire du Pas-de-Calais, entrepreneur boulonnais, et vous avez voulu replacer Boulogne-sur-Mer sur la carte du monde avec la course des Caps, une nouvelle course, en gros pour valoriser ce territoire. C'est un territoire qui est fantastique avec un riche patrimoine. La mer, ça fait partie de l'ADN de Boulogne. C'est la première plateforme aujourd'hui de transformation des produits de la mer. Alors vous restez armateur, c'est-à-dire en langage maritime, propriétaire de bateaux de course au large, mais maintenant vous n'êtes plus sponsor, vous voulez vous consacrer à la transition agroécologique de ce littoral. Beaucoup de points communs entre la voile et l'agriculture. Quand on est en mer ou quand on cultive la terre, on dépend des éléments pour essayer de tirer le meilleur de ce que peut offrir la mer ou la terre et tout en la préservant. Merci beaucoup Alexandre. Merci Rémi. C'était Un monde bleu avec le CIC. Construisons pour que le monde bouge. CIC. À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Les amis, j'ai fait comme j'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme j'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été, moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous maintenant sur comgem.fr, c'est important.fr. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr, on va pas le manger à Saint-Glinglin. Ça chatouille le place? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein. Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je vous les vide? Non, te casse pas les nénettes. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Mino, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, à la tête. De la cafetière. Vous venez pour détruire la Terre? T'es ouf! On vient juste chez Feu Vert, vous faites toujours des promos de l'espace. Et ça, c'est pas de la science-fiction. En ce moment, chez Feu Vert, profitez de 50% de remise sur le deuxième pneu Nexen. Feu Vert, la patte de l'expert. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Découvrez nos offres et laissez-vous séduire par le Pérou. Pour toi, une fissure sur ton pare-brise égale une journée de perdu? Pour 0 €, Carglass se déplace chez toi. Prends ton rendez-vous en 3 minutes, tu choisis ce qui t'arrange et c'est calé. Et en ce moment, si tu fais réparer ton impact ou remplacer ton pare-brise, t'as des balais d'essuie-glace offerts et c'est des Bosch. Alors, profites-en maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Alors? Bah t'as vu? Oui, mais attends, mais... Ah oui, mais non, mais Chouchou, attends, non, attends. Découvrez des lignes dynamiques avec ces phares LED. Eh oui. Hein? Je dois encore changer les freins. Je vous en prie. J'ai plus d'une centaine de points de contrôle comme ça. Bon, bah je vais attendre. Et à la fin, elle sera neuve?
regardez. Ah oui, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Et une voiture d'occasion reconditionnée par Aramis Auto, c'est 1 an de garantie sans entretien. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Aramis Auto. Ok, c'est une banque sans actionnaire, mais ça reste une banque. Faut qu'elle fasse du chiffre. Oui, t'as raison. Eh ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Oui, bah, elle m'explique mieux que toi. 9 clients sur 10 sont satisfaits du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités, les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, notre envoyé spécial aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule, se mobilisent pour vous informer en temps réel. Nos reporters sont à vos côtés en direct sur BFM TV. BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. Bientôt 15h sur BFM TV, à la une de l'actualité. Dans l'Aude, le feu est stabilisé après avoir parcouru plus de 600 hectares. 630 pompiers sont toujours sur place. Des hélicoptères survolent la zone ces dernières minutes. Mais la situation est loin d'être terminée cet après-midi, 24 heures après le départ des flammes. Les pompiers craignent maintenant des rafales de vent de près de 70 km/h qui pourraient raviver les foyers et transporter les flamèches. Vigilance maximale au feu également dans le Var et les Bouches-du-Rhône en alerte rouge. Feu de forêt selon Météo France. 440 pompiers restent sur le terrain de manière préventive. 500 autres sont mobilisés en cas de nouvel incendie. 16 massifs forestiers sur les 25 des Bouches-du-Rhône sont interdits au public aujourd'hui. 962 tonnes de conserves, de farine ou de sucre entrées cet après-midi dans la bande de Gaza. Un premier convoi acheminé par camion depuis l'Égypte après de nombreux mois de blocus imposés par Israël, mais aussi plusieurs semaines de pression internationale sur l'État hébreu. Cet après-midi, des avions jordaniens et émiratis ont aussi largué 25 tonnes d'aide alimentaire sur Gaza. Plusieurs milliards d'euros au cœur des négociations qui se jouent cet après-midi en Écosse. Donald Trump et Ursula von der Leyen échangent cet après-midi autour de la volonté du président américain de taxer de 30% les produits importés d'Europe. Un pourcentage que veut faire baisser la présidente de la Commission européenne. Avant les discussions, Donald Trump estimait à 50% les chances de réussite de ces négociations. L'incendie est donc stabilisé mais pas fixé à Sigean dans l'Aude, près de 24 heures après le départ des flammes. Les pompiers redoutent maintenant le vent qui pourrait faire redémarrer cet incendie. 600 pompiers toujours sur place. Plusieurs moyens viennent d'être déployés, notamment aériens. Des hélicoptères qui ont décollé ces dernières minutes pour éviter que le feu ne reprenne. Et on en parle d'ailleurs avec vous, Clémence Renard. Les secours comptent beaucoup sur ce soutien aérien. Oui, ces 2 hélicoptères bombardiers d'eau, ils ont décollé il y a quelques minutes à peine, juste à côté du poste de commandement des pompiers de l'Aude, là où on se trouve pour donc lutter contre les flammes, en plus des troupes au sol. Donc le dispositif sur place s'élargit avec donc ce retour du dispositif aérien, puisqu'on le rappelle, le feu est stabilisé depuis le milieu de la nuit, mais il n'est toujours pas fixé, c'est-à-dire qu'il continue sa progression. De nouveaux points chauds ont été observés ces dernières heures par les pompiers sur place, ce qui les a poussés à demander des moyens supplémentaires. Et les conditions météorologiques, on le rappelle, sont très défavorables. Il y a beaucoup de vent sur place avec des rafales avoisinant les 80 km/h. Il fait également très chaud, plus de 30 degrés au soleil, et le taux d'humidité est très faible. Les pompiers qui sont donc toujours sur le front pour combattre les flammes. Pour le dispositif terrestre, ils sont effectivement toujours 630 soldats du feu avec 180 véhicules sur le front. Et pour rappel, plus de 600 hectares ont donc été parcourus par le brasier. Le dispositif qui s'élargit donc sur place avec toujours comme objectif pour les pompiers de fixer cet incendie le plus rapidement possible. Pour ces dernières précisions, Clémence Renard avec Dorine Jarnias en direct donc de Sigean dans l'Aude. Bonjour Christian Pinaudot, vous êtes expert des incendies et des feux de forêt, auteur du livre Échec aux feux de forêt aux éditions de l'Harmattan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on voudrait revenir sur ce dispositif qui vient d'être renforcé avec l'aide de ces moyens aériens. C'est primordial dans ce genre de guerre contre le feu ? Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement, là on est dans la phase de lutte, la phase opérationnelle, et ces moyens sont absolument indispensables. Maintenant, avant la phase de la lutte, il y a la phase de la prévention, et là il y a quand même un hiatus considérable, parce que tous les étés, le long des autoroutes, le long des lignes de SNCF ou les lignes EDF, il y a des départs de feu. Or, ces infrastructures, elles sont soumises à des obligations, ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement.
Et je crains fort que ces obligations ne soient pas ou peu appliquées. Et là, il y a un problème de responsabilité et des maires et des préfets sur l'application de cette loi. Je tiens en plus à préciser qu'un arrêté du ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Environnement, daté du 1er avril, et ce n'est pas une blague, reporte ses obligations de débroussailler en septembre 2025. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait compte tenu des circonstances avec le vent, qui est un facteur aggravant, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces départs de feu qui sont pratiquement toujours dans les mêmes circonstances. Christian Pinaudot, comment expliquer ce report dans le temps dont vous nous parlez, qui est assez surprenant? On imagine que les autorités ont tout intérêt à éviter les incendies comme on les voit. Pourquoi est-ce qu'on reporterait dans le temps l'obligation de débroussailler, selon vous? Je serais curieux d'avoir la réponse officielle, figurez-vous. C'est quand même extrêmement troublant. On a pressé le Parlement à faire une loi du 10 juillet 2023 pour renforcer ses obligations légales de débroussaillement. Et l'État, un ministère, les reporte, au lieu de les appliquer en pleine zone à risque et en pleine période à risque, les reporte en septembre, c'est-à-dire finalement après la période des risques. Et c'est plus qu'une question, c'est un problème de responsabilité. Christian Pinaudot, vous êtes auteur du livre « Échec aux feux de forêt ». Que peuvent faire ceux qui gèrent justement les forêts dans le sud de la France? Est-ce qu'il faut retravailler même peut-être l'architecture même de ces forêts? Il ne s'agit pas d'architecture, il s'agit d'aménagement préventif. Alors ce sont des techniques qui sont très connues, techniquement, documentées. Et il faut aménager les par massif forestier, il y a des zones à risque. Il faut les aménager, c'est-à-dire faire des pistes, faire des points d'eau. Alors, c'est facile à dire et pas toujours facile à faire, mais si on ne rend pas ces aménagements obligatoires, et je pèse mes mots, si on ne les rend pas obligatoires, tous les ans, on sera confronté à ce genre de spectacle. Et les pompiers, jusqu'à aujourd'hui, on a une chance inouïe parce qu'on a, sur le plan opérationnel, des équipements de pompiers, des casernes, je veux dire, très bien distribués sur le territoire, et ils sont très efficaces. Et donc, on s'en sort pas mal, entre guillemets, mais ça ne durera qu'un temps parce qu'on ne peut pas multiplier à l'infini les moyens des pompiers. Donc, c'est en forêt que la prévention doit s'appliquer d'abord. En termes de prévention, justement, est-ce qu'il y a peut-être des exemples, des pays qui ont déjà réussi à franchir le pas, à mettre en place des dispositifs, des méthodes pour anticiper ce genre d'incendie? Écoutez, le secteur forestier qui est le plus avancé dans ce domaine, c'est en France, celui du Sud-Ouest. Je sais qu'au Québec, pour y avoir travaillé, il y a des méthodes de prévision, pas de prévention, c'est surtout de la prévision très efficace. Mais en fait, le principal défaut dans tous les pays européens, ou même dans le monde, c'est celui auquel je fais allusion, c'est-à-dire la prévention. Là, en ce moment, en Grèce, il y a des incendies absolument désastreux, mais ça fait 25 ans qu'on parle qu'il faut faire de la prévention dans ces forêts. Et ça ne se fait jamais. Parce qu'évidemment, ouvrir une piste forestière, ce n'est pas très spectaculaire, si vous voyez ce que je veux dire. Faire un point d'eau au milieu de la forêt où personne ne va, ce n'est pas très spectaculaire non plus. Mais c'est pourtant ça la solution. Mais il faut des années pour y arriver. De la prévention. Donc merci beaucoup Christian Pinaudot. Je rappelle que vous êtes donc expert incendie et feux de forêt, auteur du livre Échec des feux de forêt. Loïc Rivière, journaliste météo et climat à BFM TV. On va continuer de parler de ces feux avec vous et de cette vigilance dans les prochains jours et le regard des pompiers évidemment porté particulièrement sur les vents. Et effectivement, la prévention est capitale. Cette carte météo des forêts nous permet de résumer tous les paramètres importants. La chaleur, l'humidité très basse et le vent, c'est le paramètre critique. Ce vent, je vous propose cette animation pour arriver à mieux le cerner. Il y a cette tramontane qui souffle en direction du département de l'Aude jusqu'à 80 km/h encore pour cet après-midi. Même valeur d'ailleurs en ce qui concerne le Mistral. Progressivement, là, c'est un Mistral
couché qui est en train de souffler, notamment dans les Bouches-du-Rhône, ce qui veut dire qu'il file notamment vers les reliefs situés à l'est et vers le département du Var. Voilà pourquoi le Var a rejoint les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge pour cet après-midi. Et ce n'est pas le pire. En réalité, le pic de cet épisode de vent est attendu pour ce lundi avec des rafales jusqu'à 100 km/h cette fois-ci, précisément entre l'Aude, les Pyrénées-Orientales, ce vent d'ailleurs qui rabat les flammes de Sigean en direction de Port-la-Nouvelle ou encore de La Palme en ce moment où il y a eu plus d'1 millier d'évacuations hier. Vous voyez les températures attendues cet après-midi. C'est une chaleur modéré, mais dès qu'on parle de chaleur, de toute façon, pour les pompiers, c'est très délicat. On sera probablement aux alentours des 30 à 40% d'humidité au plus chaud de cet après-midi. Et demain, on va ajouter le Vaucluse en vigilance rouge. Là aussi, on aura de fortes rafales et un risque d'incendie très sévère, tout comme pour les Bouches-du-Rhône, élevé également pour le département de l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Var maintenus en alerte. Demain. Merci Loïc Rivière. Justement, on va prendre la direction des Bouches-du-Rhône. Vous le disiez, donc placé en vigilance rouge, feu de forêt. C'est là qu'on vous retrouve, Milan Argelas, vous êtes à Bouc-Bel-Air pour BFM TV, devant un massif qui a été interdit au public. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'incendie, mais les pompiers, les habitants guettent, on l'imagine, le moindre départ de feu. Oui, nous sommes ici avec Nordine Ali Saïd sur un dispositif préventif de sapeurs-pompiers. Vous voyez les véhicules déjà prépositionnés, prêts à intervenir, car en plus des 500 pompiers mobilisés dans les 61 casernes du département, on retrouve ici sur le département des Bouches-du-Rhône 440 pompiers déployés sur le terrain. Nous sommes justement avec le capitaine Quentin Méziane. Capitaine, expliquez-nous en quoi consiste votre travail et surtout quelle est la situation depuis hier. On sait que vous êtes mobilisé depuis hier. Alors la situation depuis hier, on a sur le département des Bouches-du-Rhône traité une quinzaine de départs, dont 2 ce matin. Et justement, en quoi consiste votre travail sur ces dispositifs préventifs ? Alors ici, sur ce dispositif préventif, donc sur la commune de Bouc-Bel-Air, vous avez un groupe d'intervention en feu de forêt juste derrière moi, composé de 18 sapeurs-pompiers. Et ce groupe d'intervention est ici pour répondre à la stratégie nationale qui est l'attaque massive de feux naissants. Et donc ces groupes-là sont positionnés à proximité des massifs forestiers. On sait aussi que le vent souffle à 60 km/h actuellement sur le département. Il pourrait même souffler jusqu'à 80 km/h dans l'ouest aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change, cette donnée, pour vous dans votre travail ? Alors oui, depuis hier, on a un épisode venteux assez important qui va durer jusqu'à mardi. Et il est crescendo, donc on a 90 km/h de vent demain. Donc on risque de mobiliser encore plus d'hommes, comme vous l'aviez évoqué. On a 440 sapeurs-pompiers sur le terrain et 500, en plus des 500 pompiers déjà présents dans les centres de secours. Merci beaucoup, capitaine. Et pour expliquer l'importance de ces dispositifs préventifs, hier, il y a eu 2 départs de feu qui se sont donc déclarés. Un à Fos-sur-Mer qui a parcouru seulement 7 km, l'autre à Martigues, 2 km ont été parcourus. Et c'est ces dispositifs préventifs qui ont permis aux pompiers de pouvoir intervenir rapidement ici sur le département. Merci beaucoup Milan Argelas avec Nordine Ali Saïd. Et depuis Bouc-Bel-Air, direction la Turquie où les thermomètres ont aussi explosé. La barre des 50 degrés a été dépassée vendredi. C'est une première dans ce pays qui fait face depuis plusieurs jours à des incendies très importants. Mathilde Varda, vous êtes notre correspondante en Turquie où le bilan est très lourd depuis plusieurs jours. Exactement. La saison des feux continue en ce moment en Turquie. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a un feu très important à Bursa, qui est à l'est d'Istanbul. Et puis, comme vous le disiez, le bilan est déjà très élevé. Cette semaine, il y a eu 10 morts, 10 personnes qui cherchaient à éteindre un incendie à Eskişehir. Donc, c'est une ville entre Istanbul et Ankara. À cela s'est ajouté déjà un bilan qui concernait des feux qui avaient eu lieu fin juin à Izmir. Ce sont des feux qui ont marqué le départ d'une saison des feux qui était très tôt. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé que depuis le début de l'été, il y avait eu 3000 incendies en Turquie. Il a détaillé les moyens mis en œuvre. Il y aurait donc 25 000 professionnels accompagnés de 132 000 volontaires. Mais malgré l'explication des moyens utilisés, l'opposition critique le gouvernement et estime que justement il y a un manque de moyens. Comme vous l'avez dit, on fait face à une vague de chaleur ici depuis plusieurs jours. Vendredi, les températures ont atteint les plus de 50 degrés dans le sud-est de la Turquie. C'est un record. Et ce record, il pourrait être battu dans les prochains jours puisque les autorités ont annoncé que cette vague de chaleur va continuer. Les températures vont continuer à être très hautes dans tout le pays, ce qui ne risque pas d'arranger la situation.
Le ministre de l'Agriculture et des Forêts l'a annoncé, la situation risque de ne pas s'améliorer tout de suite. On risque d'avoir de nouveaux départs de feu dans les prochains jours, d'autant que le pays fait face de façon générale à une sécheresse très forte. Et en tout cas, le ministre a aussi rappelé que la Turquie serait en vigilance maximale jusqu'en octobre. Merci beaucoup Mathilde Varda pour ces dernières précisions en direct d'Istanbul, en Turquie, pour BFM TV. On part au Moyen-Orient à présent avec une lueur d'espoir pour les plus de 2 millions d'habitants de Gaza, alors que l'ONU s'alarme d'un risque de famine généralisée. Près de 1000 tonnes de denrées alimentaires sont en route depuis l'Égypte. Et puis 2 avions jordaniens et un avion émirati ont également largué aujourd'hui 25 tonnes d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza. Et ça veut donc dire que ces premiers convois, quelques heures après qu'Israël ait annoncé un parachutage d'aide humanitaire cette nuit. On retrouve nos envoyés spéciaux, Clémence Dibou et Joao Alencar. Ils sont à Karem Shalom, la porte d'entrée de ces camions vers Gaza. On est tenu un peu à distance avec Joao Alencar, mais on aperçoit de temps en temps quelques camions passer. Alors c'est plutôt au compte-gouttes, mais c'est vrai qu'on voit une activité assez intense depuis ce matin de camions humanitaires, parce qu'à Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza, c'est le seul point de passage entre Israël et la bande de Gaza pour faire rentrer les camions. Alors pourquoi ça prend du temps en général de faire venir ces camions humanitaires? Parce que l'armée israélienne décharge les cargaisons de ces camions qui arrivent en général de Jordanie ou d'Égypte, décharge la cargaison, l'inspecte, ensuite il faut la remettre sur le camion et ensuite c'est de l'autre côté que ces camions sont acheminés dans la bande de Gaza. Et là, l'armée israélienne a ouvert ses portes il y a quelques jours à des journalistes du monde entier pour montrer qu'il y avait là stocké près de 900 camions humanitaires qui, selon l'armée israélienne, attendent d'être distribués dans la bande de Gaza. Et du coup, Israël qui demande de l'aide ou du renfort aux ONG internationales. Ça, c'était pour le passage terrestre. Mais on a appris aussi par des médias égyptiens cette fois-ci que le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza a pu laisser passer des camions humanitaires là aussi. Et à cela se rajoute l'annonce de l'armée israélienne d'avoir opéré des largages humanitaires cette nuit. On parle de 7 palettes remplies de farine par exemple ou de boîtes de conserve. Le problème, c'est que ces largages humanitaires, ils avaient déjà été expérimentés l'an dernier, notamment par la France. Ils ont plusieurs possibilités, mais le problème, c'est que ce qui est largué en général, c'est une quantité infime. Là, par exemple, aujourd'hui, on parle de 7 lots. Et puis souvent, quand ça arrive au sol, il y a des risques d'accidents et d'attroupement. En tout cas, ce que l'on semble comprendre, c'est qu'Israël a entendu les critiques de la communauté internationale et des risques de famine qui sont reportés depuis la bande de Gaza par les ONG en essayant de desserrer l'étau de ce passage ici à Kerem Shalom. L'efficacité de cette pression de la communauté internationale dont s'est félicité tout à l'heure sur notre plateau Jean-Raphaël Poitou, il est responsable Moyen-Orient d'Action contre la faim. Premièrement, on voit quand il y a la pression internationale, quand les États se mettent ensemble, ils arrivent à obtenir des choses d'Israël et il faut continuer. Il faut évidemment se réjouir de cette nouvelle, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment cette aide ensuite va être distribuée, combien de camions vont pouvoir entrer, et si d'autres éléments plus loin que les camions, ce n'est pas simplement les camions qui vont résoudre la crise humanitaire, il y a aussi le type de produits qui peuvent rentrer, le personnel qui doit rentrer aussi, et aussi les temps disponibles pour pouvoir distribuer cette aide, les endroits où la stocker. Il y a encore beaucoup d'inconnus sur la partie logistique. Parce que face à cela, il y a cette situation que vivent les habitants à Gaza. Comment la qualifieriez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, en gros, pour secourir encore cette population? Disons que tout ce qui est des thèmes de malnutrition ou d'insécurité alimentaire, il est toujours possible de retourner la situation tant que l'aide humanitaire puisse rentrer. On sait au niveau du traitement de la malnutrition, à partir du moment où on peut faire rentrer ces produits thérapeutiques, ces suppléments nutritionnels, on peut sauver des enfants qui sont dans des situations extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important d'ouvrir les portes, de faire inonder Gaza de ces camions humanitaires, de laisser rentrer le personnel humanitaire pour pouvoir aussi aider nos équipes qui sont fatiguées, qui souffrent aussi de ce manque de nourriture, et de s'assurer qu'on puisse sauver des vies au plus grand nombre possible et le plus rapidement possible. Jean-Raphaël Poitou, quel est le rôle d'Action contre la faim dans ces moments-là, dans ce conflit et ces blocages autour de Gaza? Donc, Action contre la faim est présent dans la bande de Gaza depuis plusieurs années, depuis 2006 exactement, et nous sommes toujours restés à Gaza. Nous travaillons avec les Nations Unies, avec les autres partenaires humanitaires. Nous sommes basés à la fois à Gaza et à Deir el-Balah. On travaille à la distribution de l'eau, on travaille au traitement de la malnutrition. Aussi, on distribue quand on peut et quand on a des ressources, des repas chauds.
c'est le travail que font mes 100 collègues basés à Gaza. Et après son interception par l'armée cette nuit, la flottille pour la liberté est arrivée en Israël peu avant midi. Les 21 membres de l'équipage, des manifestants pro-palestiniens et 2 élus de la France insoumise ont été appréhendés par les autorités. Dans un communiqué, les insoumis dénoncent une arrestation illégale dans les eaux internationales et exigent la libération de cet équipage. Direction l'Écosse à présent. Il avait donné jusqu'à jeudi avant d'augmenter les droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Donald Trump y rencontre donc cet après-midi Ursula von der Leyen. Le président américain estime à 50% les chances de trouver un accord commercial aujourd'hui. Mais à quoi cet accord peut-il ressembler? La réponse avec Zoé Lamarche et Baptiste Keïta. Nouveau chapitre dans la série Donald Trump et les droits de douane. À 5 jours de l'entrée en vigueur d'une taxe de 30% sur les produits européens, la présidente de la Commission européenne espère bien diminuer cette charge de moitié, voire l'annuler au cours de cette réunion de la dernière chance. Certaines économies de l'Union européenne, dont la France, sont quand même en phase de ralentissement économique assez important. Et pour la France, il y a un autre enjeu particulièrement important, c'est bien entendu le secteur agricole. Il ne faudrait pas que ces taxations douanières alourdissent les difficultés des agriculteurs. Mais comment lutter contre cette menace ? L'Union européenne pourrait par exemple adopter des mesures de rétorsion. On situe à peu près à 93 milliards d'euros le montant des droits de douane qui seraient récupérés par l'Union européenne et qui seraient appliqués donc sur les produits en provenance des États-Unis. Donc les entreprises américaines auraient elles-mêmes un préjudice. Autre moyen de pression, le marché de l'Union européenne représente près de 500 millions de consommateurs. Un marché que les États-Unis ne peuvent pas bouder. Si aucun accord n'est trouvé, l'Union européenne a déjà établi une liste de produits américains à taxer dès le 7 août, incluant le marché de l'automobile ou de l'aéronautique. 15h20 et notre santé à présent, avec cet espoir dans la prévention et la lutte contre le VIH. Un nouveau traitement vient d'être approuvé par l'autorité européenne. Et 2 injections par an suffiraient donc pour se protéger du virus, mais il faudra attendre 2027. Explication dans ce reportage d'Angie Loata, Valentin Rivolier, Marion Russel, avec Zoé Lamarche. Lenacapavir, ce nouveau traitement préventif très prometteur contre le VIH. Il suffit d'une injection tous les 6 mois pour réduire les risques d'infection. L'initiative est bien. Après, le truc de tous les 6 mois, je ne suis pas sûre qu'au niveau régularité, il y a beaucoup de gens qui le feront. C'est cool que ça se mette en place, mais je ne pense pas que j'en aurais eu l'utilité et c'est pour ça que je ne le prendrai pas. Encore sceptique pourtant, il s'adresse à ceux qui ne sont pas atteints par le sida et réduit à près de 100% le risque de contamination. Son rôle, cibler les cellules infectées afin de limiter la propagation du virus dans l'organisme. L'an dernier, plus d'1,3 million de personnes ont été infectées par le VIH. Ce nouveau médicament est un espoir pour cette association. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt que les personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, ne se protègent pas suffisamment. Et on espère qu'effectivement, avec une durée d'efficacité plus importante, les personnes concernées, et pas que les jeunes, puisque les nouvelles infections sont aussi importantes chez les plus de 50 ans, eh bien, les personnes vont plus vite aller vers ce type d'outils. Les chercheurs espèrent que ce médicament sera disponible d'ici 2027. Un traitement préventif renouvelable tous les 2 mois existe déjà. 15h20, restez avec nous. Dans un instant, nous retournerons dans l'Aude pour suivre l'évolution de cet incendie de Sigean qui a démarré hier. Un feu qui est stabilisé, toujours pas fixé et qui a parcouru plus de 600 hectares. 630 pompiers sont toujours sur place, mobilisés. Et 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont venus apporter leur renfort il y a quelques instants. Nous continuerons donc de suivre la situation qui reste évidemment très critique avec le vent qui se renforce cet après-midi. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de toi. Avec le temps, votre toit se fragilise, créant des problèmes d'infiltration et d'isolation. Mais avec autoiture.com, refaites votre toit en express. Remplacement de l'étanchéité, de lithos et de tuiles. Pour un toit neuf et garanti 10 ans. Inscrivez-vous sur autoiture.com pour un devis immédiat. Autoiture.com. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici.
Si vous êtes jeune conducteur, résilié, sinistré ou malucé, il est presque impossible de trouver une assurance. Heureusement, depuis plus de 20 ans, assurepeople.com est là et sera toujours là pour vous. Rendez-vous sur assurepeople.com pour assurer tout de suite votre voiture. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça c'était moi avant, mais aujourd'hui j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus abordable? Tant que j'aurai besoin de ma voiture, c'est de pouvoir contrôler mon budget auto. Dans les garages AD, nos forfaits entretien sont à partir de 79,90 €. Faites votre devis en ligne et prenez rendez-vous sur ad.fr. AD, c'est sûr depuis 40 ans. Je t'aimerai toujours. Parisien part en contre, il rentre dans la surface et oui, c'est le but pour Paris en démonstration ce soir. L'équipe parisienne qui déroule son jeu, c'est incroyable ce qu'on vit ce soir. Découvrez ce que les autres en pensent sur Reddit. Entre inconnus, on peut tous dire. En adoptant aujourd'hui les bons réflexes, on pense déjà aux automobilistes de demain. Chez Noroto, la révision éco-contrôle, c'est une révision garantie constructeur préservé et un diagnostic anti-pollution inclus. Alors ? Bah t'as vu ? Oui, mais attends, mais... Ah oui, mais non, mais chouchou, attends, non, attends. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre les essuie-glaces. L'électricité passe en offensive et attention l'énorme faute des énergies fossiles. Le carton est très mérité. Il s'élance, attention la frappe. Le match électricité énergie fossile, ça se joue tous les jours. J'allais quand même pas soutenir les énergies fossiles. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur rentrediscount.com. Rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Que se passe-t-il si vous laissez tomber une voiture et, disons, un parapluie dans un espace sans air? Eh bien, sans air, les deux se déplacent de la même manière. Mais il faut bien reconnaître que les occasions de conduire dans l'espace ou dans une chambre à vide sont plutôt rares. C'est pourquoi le design avancé du nouveau Skoda Enyaq vous garantit une conduite aussi fluide où que vous alliez. Découvrez le nouveau Skoda Enyaq 100% électrique. Skoda. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Et là, maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas, là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Ne perdez pas votre surplus d'énergie, la météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Regardez votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Vous l'avez constaté, l'automne s'est réveillé en plein cœur de l'été et cette insomnie va durer. Ce sera assez mitigé à nouveau pour une bonne partie de la semaine prochaine. Je vous propose de prendre un peu de hauteur pour mieux comprendre. L'anticyclone est bien là, mais s'il est un peu trop éloigné, en réalité, nous sommes dans un flux de nord-ouest
et la situation est bloquée. Des gouttes froides en série vont plonger de la mer du Nord jusqu'en Italie. En Méditerranée, les très fortes chaleurs persistent encore en direction de la Turquie. En revanche, la canicule régresse en Grèce. De notre côté, le vent sera tempétueux pour ce début de semaine en Méditerranée. Le risque d'incendie très sévère dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône notamment, il est très élevé, surtout le pourtour méditerranéen. Voyez ces rafales qui vont dépasser les 100 km/h, notamment en direction des Pyrénées-Orientales, 80 km/h pour le département de l'Aude. On va dépasser les 90 km/h également pour la basse vallée du Rhône. L'instabilité va persister près des reliefs de l'Est. Elle va se diffuser dans l'après-midi vers le nord du pays. On va quand même distinguer des éclaircies, mais vous aurez des giboulées. Ce sera donc assez tempéré pour cette journée. Le matin, ce sera même assez frais avec une douzaine de degrés à Rennes, du côté d'Auxerre. Même température sur les hauteurs d'Aurillac. Dans l'après-midi, les températures ne bougent pas. Tout juste digne d'un mois de septembre en réalité, avec de 21 à 25 degrés sur une très large moitié nord, jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest et pas plus de 29 degrés en Méditerranée. C'est largement suffisant, bien évidemment, cette chaleur en ce qui concerne les incendies. En ce moment, mardi, ça va s'améliorer progressivement, sauf dans le nord-ouest. Ce sera encore assez frais pour la journée de mercredi, mais globalement bien ensoleillé cette fois-ci. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était votre météo en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Bientôt 15h30 sur BFM TV, à la une de l'après-midi info, ce feu stabilisé mais toujours pas fixé à Sigean dans l'Aude où quelques 650 pompiers sont toujours sur le qui-vive. Plus de 600 hectares de forêt ont été parcourus depuis hier par les flammes et le vent se renforce cet après-midi. 2 avions bombardiers d'eau viennent d'arriver en renfort pour surveiller la situation. Nous serons sur place. Le feu qui ravage également l'est de l'Europe. De nombreux foyers se sont déclenchés en Grèce, dont près de 52 près d'Athènes. Le réchauffement climatique se confirme d'été en été dans la zone. Nous retrouverons notre correspondant sur place dans ce journal. À l'international, Israël répond à l'appel de la communauté internationale. Une pause tactique des combats est organisée dans la bande de Gaza, ainsi que la reprise des largages d'aide humanitaire. Illustration avec ces 2 avions jordaniens et un appareil émirati qui ont déjà parachuté 25 tonnes de vivres aujourd'hui. Le point dans un instant sur place. Et puis 24 heures après ce refus d'obtempérer qui a blessé 4 membres d'une famille à Colomiers près de Toulouse, le suspect qui a percuté le véhicule avec son 4x4 est toujours en fuite. Reportage à suivre et enquête en cours. Mais tout d'abord, le point de situation à Sigean dans l'Aude, qui est concerné par une vigilance orange ce dimanche au feu de forêt. 24 heures après le départ des flammes, le feu est donc stabilisé. Pas encore fixé. Plus de 600 pompiers et 2 hélicoptères surveillent de très près cet incendie. Colonel Magny, commandant du 10 de l'Aude, quelle est la situation à Sigean actuellement ? On est sur une situation favorable et stabilisée, comme vous l'avez dit. Donc c'est d'éviter que ces lisières où il reste des points chauds nombreux viennent se réactiver, entraîner une saute de feu à 100 mètres ou 200 mètres et même se réalimenter et que le délai d'acheminement des troupes au sol faille que le feu redémarre et se retrouve avec une situation défavorable. Donc là, pour le moment, on est plutôt sur une situation favorable, même si on a la prudence. L'ensoleillement et la diminution de l'humidité dans l'air nous amènent à la prudence, notamment dans ces heures de midi à la fin de la soirée. Est-ce qu'on peut faire un point sur les flammes? Est-ce qu'on sait déjà combien d'hectares ont été brûlés? Et est-ce qu'on sait aussi, 24 heures après le départ, ce qui a causé ces flammes? Alors les superficies sont en train d'être affinies. Vous avez l'enveloppe de 600 hectares parcourus. On a quoi qu'il en soit plusieurs centaines d'hectares de brûlés. On a surtout préservé de nombreuses habitations qui ont été plusieurs centaines directement dans l'axe du feu et qui ont été préservées. Donc ça, c'est plutôt les mesures qui ont été prises par rapport au traitement du feu en dehors de sa superficie qui a été brûlée. En ce qui concerne l'origine du feu, ça fait partie des missions des équipes de recherche de causes et circonstances d'incendie qui ont été déclenchées sous l'égide de la justice avec des éléments d'enquête dont je n'ai pas à connaissance et que je ne peux pas vous communiquer. À l'heure actuelle, quels sont les moyens mobilisés sur place, en effectifs de pompiers, en moyens techniques également ?
Alors le préfet le rappelait ce matin, on a pu justement faire le tour du feu avec les autorités. C'est de rappeler qu'on a des équipes, vous l'avez dit, près de 600 sapeurs-pompiers encore engagés, même si on est sur des équipes qu'on repositionne et puis qu'on reconditionne surtout pour avoir pas des personnels épuisés mais toujours frais. Donc c'est tout l'exercice de mettre les gens prêts à intervenir en cas de besoin et de réactivation surtout. Alors on nous parle d'un incendie stabilisé mais pas fixé. À quel moment vous pourrez dire que cet incendie est définitivement fixé ? Le feu est difficile lorsqu'il ne progresse plus. Donc là, on a encore des inquiétudes, comme on l'a dit, sur des parties droites qui sont pas accessibles. Donc c'est ce qui amène à avoir cette précaution de rester sur un feu stabilisé en voie d'être fixé. Pour terminer brièvement, les moyens techniques, vous m'avez parlé de 600 hommes sur le terrain, mais qu'est-ce que vous avez encore de disposé cet après-midi pour venir à bout de ces flammes ? Là, dans les équipes engagées, on a des équipes aussi techniques capables de faire du feu tactique, par exemple, pour pouvoir traiter le feu par le feu si on avait des endroits inaccessibles qu'il faudrait traiter. Donc ça, c'est des équipes spécialisées dont je dispose. On a aussi, pendant la nuit, utilisé des équipes drones qui permettent d'avoir des images et justement d'identifier les points chauds qu'on est en train de traiter pour avoir des lisières et faciliter à ce que le feu ne progresse plus et qu'on ait réellement un feu fixé, comme vous l'avez dit. Et puis là, on a 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui vont traiter les réactivations sur le secteur droit, c'est-à-dire la partie sud du feu. Bonjour Christophe Chantepie, vous êtes membre de l'Office national des forêts, l'ONF, et expert national en défense des forêts contre les incendies. On aimerait vous faire réagir à ce qu'a dit l'un de nos invités tout à l'heure, Christian Pinaudot, expert des incendies, qui nous parlait de ces obligations légales qu'a l'État de faire débroussailler certaines forêts, certaines zones de forêt, et qui ne sont ni respectées et qui ont d'ailleurs été, pour ces obligations, repoussées dans le temps au mois de septembre. Est-ce que selon vous, c'est une situation qui ne fait qu'aggraver ce l'on voit actuellement sur le terrain? Bonjour. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'écouter votre invité précédent, mais les obligations légales de débroussaillement qui ont été mentionnées, c'est pas une obligation de l'État, c'est une obligation des particuliers qui ont besoin de débroussailler 50 mètres autour de leur habitation. Concrètement, enlever une partie de la végétation pour diminuer la puissance du feu. C'est une réglementation qui existe depuis les années 80 dans bon nombre de départements en France et qui aujourd'hui est applicable dans 48 départements en France, pour tout ou partie. Et dans ces obligations légales de débroussaillement, dans les départements où c'est assez nouveau, pour l'instant, il y en a assez peu qui sont réalisés. C'est une réalité parce que c'est récent. Et dans les départements historiques, comme notamment la partie méditerranéenne, le taux de réalisation, il commence déjà à être plutôt bon, mais il pourrait être bien meilleur parce que justement le débroussaillement, c'est bien une des mesures les plus efficaces en matière de diminution de l'intensité de la puissance du feu. Et donc, Christophe Chantepie, justement, parmi les recommandations de notre expert tout à l'heure, c'était surtout celle de la SNCF qui ne débroussaillait manifestement pas suffisamment aux abords des rails ? Alors, les particuliers ont l'obligation de débroussailler 50 mètres autour de leur habitation et toutes les infrastructures linéaires de transport, les voiries routières, les lignes SNCF et les lignes électriques d'Enedis et de RTE ont des obligations également de débroussaillement sur une certaine largeur qui varie selon les départements et selon le choix des arrêtés préfectoraux. Et donc, en fait, aujourd'hui, ces infrastructures réalisent pour tout ou partie des bons débroussaillements ou des débroussaillements qui peuvent être effectivement assez peu suffisants. Donc aujourd'hui, cette mesure qui s'applique pour diminuer l'intensité d'un feu et pour limiter l'éclosion des incendies, notamment à côté des voiries, c'est une mesure qui est efficace et qui mérite d'être encore mieux faite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors il y a aussi cette question justement des incendies de forêt. On en voit ici dans l'Aude actuellement. C'est globalement aujourd'hui et depuis hier l'arc méditerranéen qui est concerné. Mais on se rappelle de l'année dernière d'incendies qui avaient concerné le Jura ou encore les Vosges. C'était assez inédit. On a l'impression que ces phénomènes finalement, non seulement ils se multiplient, mais qu'ils s'éparpillent un peu sur le territoire français hexagonal. Alors oui, c'est le cas. Pour les Vosges et le Jura, les grands feux qu'on a eus, c'était en 2022, c'est en même temps que les feux en Gironde, mais qui sont venus matérialiser quelque chose qu'on avait déjà anticipé et qu'on voyait sur des cartes prospectives d'évolution du risque incendie. C'est une extension géographique du risque d'incendie et une extension temporelle aussi.
Donc, il n'y a plus de saison des feux de forêt. Maintenant, on en a des importants qui ont lieu des fois en hiver, qui ont lieu en avril, qui ont lieu en mai, en juin, qui s'étendent après la saison et qui s'étendent géographiquement vers des territoires sur lesquels, aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait assez peu d'incendies. C'est le cas pour le Jura, pour les Vosges, mais c'est également 1200 hectares dans le Maine-et-Loire qui ont brûlé en 2022. C'est des feux en Bretagne, dont il y en a eu un récent à Brocéliande il y a une semaine de ça. C'est des incendies importants qui peuvent arriver dans des départements comme les Charentes-Maritimes et tout le Val-de-Loire. Donc c'est des endroits qui jusqu'à maintenant étaient assez peu concernés par le risque incendie feu de forêt. Et chaque fois qu'il y avait peut-être un mauvais geste, qui était un jet de mégot, qui était un barbecue laissé non éteint comme il faut, il n'y avait pas de départ de feu parce que la végétation elle était assez peu sèche. Ces mauvais gestes qui aujourd'hui malheureusement perdurent dans ces départements-là peuvent provoquer des départs de feu, alors que jusqu'à maintenant, contexte sécheresse assez basse oblige, le feu ne partait pas. Christophe Champy, quand on voit ces scénarios qui se multiplient dans le sud, qui se répercutent même à d'autres endroits dans la France, est-ce qu'il faut être pessimiste? Est-ce que en fait les forêts du sud de la France sont condamnées ou est-ce qu'il y a des motifs d'espoir quand même de pouvoir les sauver? Alors il y a des vrais motifs d'espoir pour pouvoir les sauver. On subit le changement climatique, chacun peut faire des actes citoyens pour diminuer l'impact qu'on a dans ce changement climatique. C'est la première des choses, mais c'est du très long terme. Par contre, à très court terme, il faut bien voir et comprendre que 90% des départs de feu sont dus à l'homme. Ça veut dire qu'on a la possibilité de diminuer le nombre d'éclosions. Dans ces départs de feu, il y en a certains qui sont accidentels. Il y a aussi du volontaire, avec de la pyromanie ou des actes volontaires avec des intentions de nuire. Mais la majeure partie des départs de feu sont des départs de feu qui sont d'origine due à la bêtise, à de la négligence. Et c'est plus la moitié des départs de feu. C'est autant de départs de feu qu'on peut éviter en ne jetant pas un mégot, en se retrouvant à faire réviser sa voiture avant de partir en vacances pour vérifier qu'il y a bien assez de liquide de refroidissement et que la voiture ne prenne pas de feu en bordure de l'autoroute. C'est également pas de barbecue en forêt, c'est pas de pétard, pas de feu d'artifice qui soit réalisé. Tous ces actes-là à proximité des forêts sont des sources potentielles de départ de feu et des sources réelles. Dans toutes les statistiques qu'on a, on en a énormément qui démarrent à cause de ces éléments-là. Et tous ces éléments-là, finalement, c'est des feux qui peuvent être évités. Donc c'est là-dessus qu'il peut y avoir un optimisme, parce qu'on peut diminuer le nombre d'éclosions. Après, par contre, changement climatique oblige, les forêts vont être de plus en plus vulnérables, et donc il va falloir aussi savoir s'adapter, et notamment s'adapter en essayant de diminuer l'intensité des phénomènes de feu, avec des infrastructures dans les forêts et des points d'eau régulièrement répartis pour qu'on ait les moyens justement d'aller taper le feu assez tôt. Merci beaucoup Christophe Chantepie, expert national de l'Office national des forêts, expert de la défense des forêts contre les incendies, et de nous avoir rappelé évidemment ces gestes à éviter et cette prévention donc à communiquer autour de nous. Loïc Rivière, on va revenir justement sur cette situation qui concerne l'arc méditerranéen, on va dire aujourd'hui assez critique, avec 3 départements en vigilance orange feu de forêt et 2 rouges. Le rouge pour les Bouches-du-Rhône, pour le département du Var aujourd'hui. En réalité, nous ne sommes même pas au pic de cet épisode de vent prévu pour ce lundi. Des rafales tempétueuses à 80-100 km/h cette fois-ci. Le Mistral prend peu à peu une composante nord-ouest. Alors il souffle vers le Var. C'est pour cela que ce département rejoint les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge. Il faut noter d'ailleurs des départs de feu signalés à Châteauneuf-les-Martigues, donc dans les Bouches-du-Rhône aux alentours de 15h30 et aux alentours de la même heure à Agde, cette fois-ci dans le département de l'Hérault, avec des fumées visibles depuis la plage de Vias. Difficile de vous en dire plus pour l'instant. En tout cas, ces départs de feu ont été repérés et dans les Bouches-du-Rhône et dans le département de l'Hérault. Concentrons-nous sur le département de l'Aude, avec cette tramontane qui file, elle aussi, à 60-80 km/h pour cet après-midi. Elle emporte les fumées, mais également les flammes, en direction de l'Est, notamment en direction de Port-la-Nouvelle ou encore en direction de La Palme, qui a été évacuée. Hier, plus de 1000 personnes évacuées, et on voit ces fumées depuis l'espace, depuis les satellites Météosat de l'Agence spéciale européenne, qui circulent à 36 000 km, des fumées donc qui s'étirent jusqu'en Méditerranée. Une qualité de l'air d'ailleurs dégradée sur ce secteur. Il faudra patienter jusqu'en milieu de semaine prochaine pour voir. La chaleur, elle va persister, mais pour voir le vent retomber progressivement, pas avant jeudi probablement.
Merci beaucoup Loïc Rivière. On prend la direction un peu plus à l'est de l'Europe avec la Grèce qui lutte également contre les incendies de végétation depuis hier. Plusieurs régions du pays également concernées. Plus d'une cinquantaine de foyers dénombrés autour d'Athènes. Les pompiers qui annoncent une amélioration de la situation sur la plupart des fronts, mais la prudence reste de mise pour ce dimanche. La correspondance de Fabien Perrier à Kryonéri, correspondant BFM TV en Grèce. C'est-à-dire qu'ici, le grand foyer semble complètement éteint. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones sous surveillance, mais le feu n'est plus avec ces flammes immenses que l'on a pu voir hier. En revanche, s'il a pu se développer, c'est parce que le terrain est particulièrement propice. Des journées consécutives de canicule, un vent violent, un départ de flammes, et tout est parti hier. Et en fait, les habitants m'expliquaient dans la petite commune où je me trouve que c'est comme si le feu avait tourbillonné autour de leur maison. Il y a des images qui sont assez saisissantes. On peut voir par exemple des maisons complètement intactes avec la maison voisine, elle, complètement calcinée. Donc les habitants s'inquiètent parce qu'ils se demandent en fait s'ils sont réellement protégés. Et puis on sent poindre dans la population un début de critique envers le gouvernement. Par exemple, un habitant m'expliquait tout à l'heure, plus exactement crier, ce sont tous des voleurs et nous ont tous menti. Et alors peut-être pour essayer un peu de parer à ces critiques, le gouvernement a décidé de venir demain dans cette commune. Le ministre de la Protection civile et de la Protection du climat va venir pour voir l'état des lieux, pour faire l'état des lieux et puis essayer de répondre aux attentes des habitants qui, comme je disais, sont inquiets parce qu'ils voient que tout le pays est en flammes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a partout des départs d'incendie. C'est ce qui les inquiète. Loïc Rivière, les feux de forêt en Grèce qui sont attisés par une situation qu'on connaît aussi en France. Il y a évidemment la sécheresse, le vent et puis surtout cette canicule qui dure depuis une semaine maintenant. Plus de 50 départs de feu, 52 précisément recensés hier en une seule journée, dont celui-ci notamment tout près d'Athènes qui a déjà dévoré 1000 hectares. Nous sommes 2 fois au-dessus de la moyenne cette année en ce qui concerne la Grèce. Et là aussi, on voit les fumées depuis l'espace, notamment dans le Péloponnèse, mais des feux en cours également jusqu'au nord du pays en ce moment. La raison est très simple. Même si c'est frais sur une bonne partie de notre pays ces jours-ci, là, le dôme de chaleur est bien en place en Méditerranée. Ah oui, on voit bien là. En Turquie, on a battu 3 fois le record national cette semaine. On n'avait jamais atteint les 50 degrés, c'est fait. Désormais, 50 degrés 5 relevé ce vendredi, record qui pourrait être battu encore aujourd'hui. 31 degrés à Chypre, c'est un record de température minimale élevée, record national. Et enfin, près de 46 degrés également pour la Grèce, pour l'Italie, où des incendies font rage également ces jours-ci. Merci Loïc. Dans l'actualité également au Moyen-Orient, maintenant, l'armée israélienne annonce une pause tactique des combats dans la bande de Gaza chaque jour entre 10h et 20h et la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés. Objectif permettre la circulation des convois de l'ONU et des ONG. Et le retour de l'aide humanitaire également depuis la reprise cette nuit des parachutages de denrées par Israël. La Jordanie et les Émirats arabes unis ont déjà parachuté 25 tonnes de vivres cet après-midi, même si c'est une méthode jugée inefficace, voire dangereuse par les Nations unies. Un reportage de Mathis Menu. Sur leurs épaules, certains Gazaouis déjà affamés transportent de quoi tenir quelques jours. Ici, un sac de farine, car l'aide humanitaire tant attendue pénètre enfin dans la bande de Gaza. On sort pour les enfants qui nous disent en pleurant « Tonton, je veux juste un morceau de pain ». Ça te déchire le cœur. C'est comme si on te plantait 1 million de couteaux. Pour ramener un sac de farine, on risque 1000 fois la mort, mais on le fait pour eux. Un peu plus tôt depuis l'Égypte, ces camions ont traversé le terminal frontalier au sud de l'enclave, près de Rafah. Mais avant d'entrer, ils ont été inspectés au point de passage de Kerem Shalom par l'armée israélienne, qui a décrété aujourd'hui des pauses tactiques quotidiennes. Dans le détail, Tsahal annonce que ces opérations militaires cesseront dans certaines zones de 7h à 17h heure locale pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Cette nuit, l'armée israélienne a d'ores et déjà procédé à des largages de denrées alimentaires. Les largages aériens comprendront 7 palettes d'aide contenant de la farine, du sucre et des conserves qui seront fournies par des organisations internationales. Malgré le risque de famine généralisée et la situation plus que critique dans l'enclave, ces largages inquiètent certains habitants. Quand l'aide tombe du ciel, ça blesse des gens, ça fait des dégâts, parfois même des massacres dans la rue. Tous ces gens, c'est des vies perdues chaque jour. Si on balance 1, 2, 10 caisses, ça suffit pas. Des centaines de personnes attendent et au final, à peine 1 ou 2% en profitent.
Sur les réseaux sociaux, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a salué l'ouverture de couloirs humanitaires vers Gaza. La Jordanie et le Royaume-Uni notamment se préparent à des livraisons d'aide humanitaire. Il était l'invité de BFM TV ce matin, le député écologiste et social NFP de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, qui s'est félicité de la décision d'Israël de rouvrir l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. L'armée israélienne change de stratégie, enfin, si je puis dire, devant la pression internationale. Et si cette aide humanitaire arrive, bon, je veux dire, je ne peux que m'en féliciter. Parce que ce dont on parle, c'est des choses sérieuses. C'est le fait que des enfants sont en train de mourir de faim. 60 000 femmes enceintes sont en train de mourir d'une situation de faim. 15h45 sur BFM TV, les droits de douane américains au cœur de la rencontre prévue dans un peu plus d'une heure à 17h30 heure française entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le décor, vous le voyez, ce golfe du président américain de Turnberry en Écosse, où il poursuit ses 5 jours de visite à la fois privée mais aussi diplomatique. Et le pronostic de Donald Trump de trouver un accord, c'est du 50-50. Écoutez. Avez-vous conclu un accord avec l'Union européenne aujourd'hui ? 50% de chance. 50% de chance. Antoine Hellard, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Washington. On vient de le voir, Donald Trump donc en Écosse. Il estime qu'il y a une chance sur 2 pour trouver donc cet accord avant la date fatidique qu'il a fixée au 1er août à l'Europe. Oui, exactement. En fait, Donald Trump est en position de force dans ces négociations. Il a mis une pression terrible sur l'Union européenne en indiquant que si aucun accord n'est trouvé avant le 1er août, alors il imposera des droits de douane exorbitants sur tous les produits européens, une taxe à 30%. Alors, en coulisses, depuis plusieurs semaines, diplomates américains et européens négocient des discussions qui sont parfois tendues, notamment autour de la question de l'acier ou des automobiles. Et lorsque Trump dit qu'il y a une chance sur 2 de conclure un deal, c'est une façon pour lui de dire que pour le moment, rien n'est fait. Une façon donc de mettre à nouveau la pression. Trump explique qu'il reste une vingtaine de points encore à régler sans donner davantage de précision. On sait que le projet d'accord prévoirait une taxe à 15% avec quelques exemptions, notamment sur les spiritueux ou encore l'aéronautique. En échange de quoi, l'Union européenne s'engagerait à acheter davantage de gaz américain. Mais ce qui est certain, c'est que c'est lui, l'imprévisible président américain, qui aura le dernier mot. Et c'est bien pour cette raison que la rencontre aujourd'hui avec Ursula von der Leyen est cruciale. On sait que Donald Trump accorde beaucoup d'importance aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec certains dirigeants. Pour le moment, le courant passe plutôt bien avec la chef de la Commission européenne. On verra, les deux dirigeants se sont parlé d'ailleurs à plusieurs reprises par téléphone. On verra si tout cela permettra d'éviter une guerre commerciale totale entre les deux partenaires. Retour en France où l'enquête se poursuit au lendemain du refus d'obtempérer qui a blessé gravement 4 membres d'une famille à Colomiers près de Toulouse. Parmi les victimes du véhicule percuté, la mère et l'un de ses enfants d'origine américaine, on l'a appris il y a quelques instants, sont toujours hospitalisés dans un état grave. Quant au suspect, lui est toujours en fuite. Reportage de Kylian Chapuis, Vincent Ventighem, Antoine Corvet et Joanne Demarle. À toute vitesse, ce véhicule noir percute violemment une voiture familiale. Après le choc, le chauffard sort du véhicule et s'enfuit. Cédric était présent lors de la scène. Je sors de la voiture et là j'ai entendu un énorme boom. J'ai su que c'était un choc voiture, mais sans les bruits de freinage en fait. Et en m'approchant de l'accident, j'ai de suite vu un monsieur qui partait au loin. À l'intérieur de la voiture percutée, une mère de famille et ses 3 enfants. Tous ont été conduits à l'hôpital de Toulouse. L'un d'eux, âgé de 10 ans, grièvement blessé. Avant de provoquer l'accident, le conducteur du véhicule noir venait de refuser de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il a pris le périph' à plus de 180 km/h et il est arrivé sur une bretelle où il y a un stop. Ça aurait pu être très grave et aujourd'hui, des familles pourraient être dans le deuil. En plus du refus d'obtempérer, le chauffard peut être poursuivi pour blessures involontaires et délit de fuite. La principale infraction, ça va être les blessures involontaires qui, effectivement, vont permettre des poursuites jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ce type d'infractions ne sont que très rarement sanctionnées durement. En revanche, dès lors qu'il y a des blessés, les magistrats ont la main lourde, surtout quand on est en face d'infractions volontaires. Une enquête a été ouverte. À cette heure, le conducteur est toujours recherché. 15h50, l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Et pour ce 5e week-end de vacances estivales, ça roule mieux qu'hier. Mais attention, Bison Futé voit tout de même orange. Vous voyez dans le sud de la France, dans le sens des départs. Orange également dans le sens des retours sur un large quart sud-est. Soyez prudents sur la route et respectez bien les temps de pause.